Alors bonsoir à toutes et à tous. Une conférence, j'ai changé un peu le titre. Je ne sais plus ce qui a été annoncé, ce genre énergie et science-fiction. Je l'ai intitulé Que nous manque-t-il pour égaler les ingénieurs de la science-fiction? La réponse est énergie et puissance. Voilà, je vous donne d'avance, comme ça, si vous fait chier, vous avez la réponse. Après, on va argumenter. Maintenant, j'ai passé une heure à argumenter. Qu'est-ce qui nous manque pour faire comme eux? C'est énergie et puissance, beaucoup. Bon, de temps en temps, des lois de la physique, parce qu'ils ont tendance en science-fiction à violer quelques lois de la physique, mais ça c'est un détail. Nous on va essayer de se regarder les choses qu'on peut analyser, c'est-à-dire c'est un peu mon dada, de prendre ces films de science-fiction et d'essayer d'en tirer de l'information qui n'y est pas donnée explicitement, et puis de déterminer des choses, faire une sorte de TP, d'analyse, d'enquête scientifique finalement, sur ces œuvres pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer comme information. Et on va voir que précisément pour faire les choses qui nous sont montrées parfois, eh bien, c'est pas tant un problème de physique. On peut penser les choses que l'on voit, au sens, il n'y a pas de physique extraterrestre, si je veux dire, de physique qui n'existe pas actuellement, qu'il faudrait inventer. Mais il va nous falloir beaucoup, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de puissance. C'est ça qu'on va voir. Alors, on va d'abord commencer par il y aura un peu de Star Wars, un peu de Spider-Man 2, un peu d'Avatar, et puis une petite conclusion générale sur les notions énergie et puissance. Enfin, on va en parler très rapidement. Parce qu'on va se poser la question, ça j'aime bien faire ce genre de petit plan, comment on va classer les Jedi? C'est qui le plus fort? Et le plus fort au sens de la force, parce que vous savez que les Jedi manipulent la force, et que cette force, vous vous rappelez la définition? C'est un champ d'énergie créé par tout être vivant, il nous entoure, il nous pénètre, il lie la galaxie tout entière. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Alors, je ne vais pas épiloguer sur cette phrase, j'avais fait cette conférence Star Wars il y a quelques années dans le même festival. Là, c'est un champ d'énergie. La force, c'est de l'énergie. Donc on pourrait se dire, on va classer. Donc l'énergie, ça c'est un point important, parce que en physique, l'énergie, ça mesure la capacité d'un système à faire des transformations. Si vous voulez transformer la matière, ça va mettre en jeu une certaine quantité d'énergie, ou vous pouvez, par des transformations de la matière, retirer une certaine quantité, obtenir, si j'ose dire, produire, comme on dit, une certaine quantité d'énergie par ces transformations. L'agent des transformations, en physique, s'appelle les forces ou les interactions. Maintenant, on dit plus généralement les interactions. Donc la force, qui est un champ d'énergie, vous voyez que c'est un peu bizarre pour un physicien, la force avec un grand F, mais enfin, on nous dit c'est un champ d'énergie. Les Jedi, ils piochent dans la force, on ne sait pas comment, et ils font des trucs. Ils soulèvent des objets, ils allument des sabres laser, ils font des éclairs, ce ne sont pas ces droïdes que vous recherchez, ils manipulent la matière d'une façon ou d'une autre, y compris psychologiquement. Bon, alors, tout ça est bien mystérieux sur comment ils font en pratique, mais ils ont de l'énergie pour le faire, ils ont un tricks pour le faire, mais ils ont l'énergie pour le faire, donc a priori, ils peuvent le faire s'ils en ont assez. Donc, on pourrait être tenté de classer donc, les Jedi par énergie. En ce sens, lequel a le plus d'énergie? Celui qui est le plus fort au sens de lequel a le plus de force, c'est celui qui a le plus d'énergie. Alors le malheur, c'est que ce champ d'énergie, il nous entoure et nous pénètre. Il lie la galaxie tout entière et même il est rempli de tout l'univers. Donc ce champ d'énergie, il est dans tout le volume de l'univers observable. Et tous les Jedi piochent dans la même quantité. Ils ont un compte en banque énergétique qui s'appelle la force, et ils piochent tous dans le même compte en banque. Donc ils sont tous aussi riches les uns que les autres. Ils ont le même compte en banque énergétique. Donc ça ne peut pas être le bon critère de classement. Le bon critère de classement, ça ne va pas être donc cette quantité d'énergie dont ils disposent, qui est énorme, mais le rythme auquel ils sont capables de piocher dans le compte en banque. Est-ce qu'il y en a qui ont pioché vite ou est-ce qu'il y en a qui ont pioché lentement? Et là, autrement dit, à quelle vitesse ils vont piocher dans ce stock d'énergie? La vitesse de l'énergie, ça s'appelle en physique la puissance. Et ça s'exprime en watts. Donc la question maintenant de savoir, si on veut classer les Jedi, celui qui pioche vite, qui a une grande puissance, il va faire des transformations nombreuses et rapides, parce qu'il a une grande vitesse de l'énergie, il a une grande puissance. Il fera des transformations nombreuses et rapides. Celui qui pioche lentement, il aura à la fois peu d'énergie et à faible vitesse, donc il va faire des transformations lentes. Donc la puissance, ça va quantifier finalement le rythme des transformations, là où l'énergie, ça sera la quantité totale de transformation. Et donc la question qui se pose maintenant plus concrètement, si on veut classer les Jedi, c'est Yoda, combien de watts, Skywalker, combien de watts, en essayant de trouver des scènes dans le film qui permettent d'estimer la puissance des Jedi en watts, qui évidemment, c'est pas écrit sur le packaging. Dans le cadre du sabre laser, il n'y a pas écrit « mon sabre laser fait tant de watts », évidemment. Alors pour savoir un peu, pour essayer de classer les Jedi comme ça, et de se rendre compte qu'on va voir que ça va monter de plus en plus dans les ordres de grandeur de puissance, on va prendre un certain nombre de scènes du film, et puis essayer, il y a des scènes qu'on peut localiser, donc il faut trouver la scène où, à partir de ce que l'on voit, on est capable d'estimer la puissance du personnage. On ne sait pas comment il fait, c'est toujours pareil, ça restera mystérieux dans toute la conférence. Il pioche dans ce stock d'énergie qui est la force,
et il fait des choses avec. Il pioche vite, il a une grande puissance. Il pioche lentement, il a une faible puissance. Alors on commence d'abord par Skywalker, qui s'entraîne sur Dagobah, et qui soulève deux grands pièces. Il y a Yoda qui lui explique comment il fait. Il soulève deux caisses à peu près sa hauteur, et il soulève aussi et voilà. Donc avec la force, il est capable de faire ça. Alors, pour estimer la puissance de Skywalker dans cette situation-là, il faut connaître plusieurs choses qu'il va falloir essayer d'estimer avec ce que l'on voit. La première chose, d'abord, c'est la masse des choses qu'il soulève. Combien de kilogrammes il a soulevé? La deuxième, ça va être la gravité de la planète sur laquelle il est. La troisième, c'est la hauteur dont il a soulevé les choses. Ça, c'est plus facile à estimer parce qu'on voit les caisses à soulever de sa taille à peu près. On va dire 2 mètres en chiffre rond. Si c'est 1,70 m, ça ne va pas changer la face du monde. Nous, on veut un calcul en ordre de grandeur. On ne va pas à la décimale près. Et puis enfin, il faut avoir une idée de combien de temps il a fallu pour soulever ça. Il n'y a qu'à regarder la scène, chronométrée. Vite fait, 3 ou 4 secondes. Ils ont 4 secondes. Alors, la masse des caisses et la masse du robot, on ne la connaît pas. Alors, on peut demander à des spécialistes de robots. Un robot R2D2, tu me le mets à combien en kilos? Alors, je vous mets 150 kilos pour le robot et 2 fois 25 kilos pour les caisses. Bon, ça fait 200, ça me fera facile pour les calculs dans la suite. Mais si vous me dites 250 et qu'il y a des arguments, ça me va aussi. C'est pas, encore une fois, la valeur n'est pas importante. Simplement, c'est sûrement pas 20 kilos. On sent bien qu'R2D2, ça pèse pas 20 kilos. Et les caisses, elles ont l'air assez grosses. Et elles sont sans doute pas vides parce que c'est les caisses qu'il a amenées sortant de son vaisseau. Il a du matos dedans. On les a vues dans une séquence avant. Il les manipule. Elles ont l'air un peu lourdes. Il les manipule, mais un humain seul, enfin, un humain. Non, Skywalker n'est pas un humain, je rappelle. Skywalker est un extraterrestre, certainement, parce que ça se passe il y a très longtemps dans une très lointaine galaxie. Donc, je vais supposer que, parce qu'il ressemble à un humain, alors il a une taille d'humain, par exemple. Quand on dit ça s'est soulevé de 2 mètres, c'est en référence à sa taille moyenne pour un humain, avec les bras en l'air, bon bref, genre 2 mètres. Et la gravité de la Dagobah, je vais la supposer égale à la gravité de la Terre pour la même raison. C'est-à-dire que s'il a des caractéristiques d'humain et qu'il se balade à peu près normalement sur Dagobah, il n'a pas l'air écrasé par une gravité horrible ou en train de faire des bonds incroyables, c'est que la gravité de Dagobah est sans doute voisine de celle de notre planète. Donc on prend ces valeurs-là, et quand on fait 200 kg de 2 mètres en 4 secondes contre la gravité de la Terre, la puissance est 1000 watts. La réponse, ça fait 1000 watts. Donc c'est pas mal. 1000 watts, c'est pas mal. Alors, il faut d'abord savoir ce que c'est un watt. C'est-à-dire, évidemment, si on ne sait pas ce que c'est un watt, on dit 1000 watts, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on ne sait pas. Ça, c'est très important, évidemment, en physique, la question des unités, parce que ma taille, moi, par exemple, c'est 1,750 milliard de nanomètres. Est-ce que je suis grand? Non, parce que j'ai pris une unité débile qui est le milliardième de mètre, le nanomètre, et j'ai écrit ma taille en milliardième de mètre. Donc, 1 milliard de mètres, 1 milliard de nanomètres, ça fait 1 mètre. Donc, ce n'est pas le milliard qui fait que c'est grand, c'est l'ensemble du nombre et de son unité. Donc, 1000 watts, 1000, on pourrait dire, c'est pas mal. Mais si on ne sait pas ce que c'est un watt, on ne sait pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Et pour savoir, pour se faire une idée, c'est toujours bon de pouvoir comparer avec d'autres choses. Par exemple, un humain sur un vélo comme vous, moi, moins, c'est genre 100 watts. On sait faire facilement 100 watts en pédalant sur un vélo. D'accord, c'est pas mal. Le métabolisme humain, c'est facile, c'est 2000 kilocalories par jour. Des kilocalories par jour. Kilo, ça veut dire 1000. Calories, ça veut dire 4,18 joules. Jour, ça veut dire 86 400 secondes. On divise, on fait tout le produit de la division et ça fait 70 watts. Votre métabolisme, juste là, comme ça, tranquille, à glander sur la chaise, 24 heures sur 24, en ne faisant rien d'autre que glander sur une chaise, 70 watts. D'accord, ça veut dire qu'il faut manger, il faut quand même manger. Alors, si vous faites en plus des trucs, vous pouvez faire plus que 70 watts en pédalant, par exemple, et rajouter 100 watts. Vas-y, il faut manger et puis il faut un peu se pousser. Donc, un humain sur un vélo, c'est 100 watts. Les champions du Tour de France sur leur vélo, quand ils font l'Alpe d'Huez en 20 minutes, c'est genre 400 watts, quand tout va bien. Après, des fois, ça monte à 450, mais là, c'est déjà un peu discutable. Enfin, disons qu'il n'y a pas que de l'eau dans leur bibine. Et puis, après, un cheval, 700 watts. Un cheval vapeur, alors c'est l'unité qu'on donne, 736 watts. Un cheval, 700 watts. Les gars qui font je dis les gars parce que pour les filles, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même des puissances très considérables pour les femmes qui font du cyclisme sur piste en poursuite individuelle. Donc là, ils peuvent envoyer en moyenne 700 watts et ils commencent à 300-400 et ils commencent à 1000 watts et après, ils descendent à 400-500 watts. Ils ont une moyenne vers 700 watts. Ça, c'est des boss. Et en fait, 1000 watts, enfin ce qu'on voit là, 1000 watts, ou même 2000 watts, ça peut monter pour un humain jusqu'à 2000 watts, c'est de l'haltérophilie finalement. On soulève 200 kg de 2 mètres en 2 secondes. Donc c'est ce que font les haltérophiles. Et ils ont 2000 watts typiquement. Donc en fait, ce que fait Skywalker là, est une puissance qui n'est pas négligeable par rapport à un humain moyen, mais c'est pas extraordinaire. Des humains font pareil, sur des durées pas très longues en général, c'est des durées très brèves, quelques dizaines de secondes,
tout au plus. Et la différence quand même entre Skywalker et un haltérophile, c'est que les haltères, il les soulève sans les toucher. Donc ça, c'est déjà un point mystérieux, bien sûr, mais qui est assez extraordinaire de notre point de vue. Donc là, c'est la physique, on ne comprend pas comment il fait, mais si on admet qu'il sait le faire, alors sa puissance, c'est 1000 watts. Alors ensuite, dans la même scène, si vous vous rappelez dans le film, il y a le X-Wing, enfin le X-Wing, le navire interstellaire, le vaisseau interstellaire de Skywalker qui coule dans l'eau du marais de Dagobah. Et Yoda lui dit, eh ben écoute, tu viens de soulever en gros 2 caisses et un robot, bah maintenant, pareil. C'est comme pour les étudiants, on dit, bah tu sais faire 3 fois 8, tu sais faire 5 fois 2, bah maintenant tu sais faire 45 832 par 46 857. Tu sais le faire. C'est compliqué. Ben oui, tu sais le faire, mais on n'y arrive pas parce que ça a l'air plus compliqué. Et là, effectivement, quand Skywalker arrive, il essaye et ça ne marche pas. Alors Yoda se met en mode professeur. Et donc là, sa puissance, elle est facile à estimer aussi, parce que finalement, il soulève d'une hauteur qui a l'air à peu près comparable à celle de Skywalker, de l'ordre de 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, un vaisseau qui est soulevé en quelques secondes, peut-être 3 ou 4, peut-être 2, c'est pas très grave, l'ordre de grandeur de la durée sera la même, mais un vaisseau qui ne pèse pas 2 caisses, contre la même gravité. Et donc, ce vaisseau, il pèse combien? On ne sait pas. Évidemment, donc on est obligé, on est réduit à conjecture, à le comparer à ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît qu'à cette taille-là? Des avions de chasse, des trucs genre Rafale ou des F-16 ou des machins comme ça, et on va les mettre à 20 tonnes. C'est peut-être pas exactement 20 tonnes la masse de ces bidules, mais c'est genre 20 tonnes, et 20 tonnes c'est pratique, c'est 100 fois 200 kilos, ce qui fait que j'ai pas besoin de refaire le calcul, je sais que Yoda c'est 100 fois Skywalker. Il soulève un truc qui a l'air 100 fois plus lourd, et donc sa puissance elle est 100 fois supérieure. Parce que c'est à peu près les mêmes conditions, même gravité, à peu près la même durée de montée, et à peu près la même altitude. Donc là, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que Yoda, il est à 100 fois Skywalker. Skywalker était lui à 1000 watts, donc Yoda est à 100 kilowatts. Et donc Skywalker était à 10 humains de base, et donc Yoda est à 1000 humains de base. 1000 humains sur un vélo. Alors, donc Yoda à 100 kilowatts. Qu'est-ce qui fait 100 kilowatts dans la vie quotidienne? Une voiture, c'est 100 kilowatts. C'est 120 chevaux, à peu près 125 chevaux, ça fait dans les 100 kilowatts. Quand elle les utilise tous, parce que quand elle roule à 2 à l'heure, évidemment, elle n'est pas à 100 kW, mais une voiture à 220 chevaux, le cheval vapeur, c'est 736 watts, donc 120 fois 736, ça fait en gros 100 000 watts. Donc là, Yoda, c'est une voiture. Alors d'ailleurs, il y a un truc intéressant à remarquer, c'est qu'il suffit de simplifier par Yoda, parce que j'ai dit Yoda, c'est 10 Skywalker. Skywalker, c'est 100 Skywalker. Skywalker, c'est 10 humains. Yoda, c'est une voiture. Donc, 1000 humains égale Yoda, égale une voiture. Je simplifie par Yoda, c'est ce que je disais justement. Et une voiture, c'est 1000 humains. Voilà. Une voiture, c'est 1000 humains. Une voiture avec ses 100 kW. Donc, typiquement, elle est à 130 km/h sur l'autoroute. Elle envoie pratiquement toute sa puissance en continu pour maintenir sa vitesse en dépit des frottements. Et donc, c'est 1000 humains qui pédalent. Ça, c'est intéressant de remarquer ça. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on appuie sur la pédale, d'abord, on comprend qu'on a des machines extraordinairement puissantes et qu'ensuite, si c'était des vrais humains qui pédalent, on hésiterait à les fouetter pour accélérer, quoi. Parce que c'est ça qu'il faudrait faire en pratique. Il faudrait les tanner pour qu'ils accélèrent un peu. On dit, ça va pas, on n'avance pas, on se traîne là. Il faut doubler mamie qui avance pas devant. Mais on n'oserait pas faire ça. Et donc, il faudrait essayer d'avoir cette représentation-là. Ça dépend les gens. Hein. Ouais, ça dépend les mecs qu'on a mis. Hein. Il y en a certains, s'ils étaient sur le vélo, on n'hésiterait pas, c'est ça. Mais tu les choisis pas, ceux qui pédalent. Tu fais des changements de chevaux, si j'ose dire, comme on faisait les changements de chevaux, hein, c'était ça, hein, pour la Malposte à une époque. Bon. Et donc là, réaliser qu'une voiture, c'est 1000 humains qui pédalent, donc c'est une puissance très considérable. Et donc, heureusement que nous avons toutes ces machines pour faire des choses qui nous remplacent. Ça peut être dans l'agriculture, un tracteur, c'est 200 kW, les tracteurs modernes, c'est 200 kW, donc là, c'est pratiquement l'équivalent de 2000 humains. Donc après, c'est pas étonnant qu'avec un seul tracteur, un seul agriculteur et un seul tracteur, il produit assez à bouffer pour des centaines, peut-être 1000 personnes. Et pas que des personnes d'ailleurs, ça peut être aussi l'agriculture pour la nourriture animale, mais qui in fine nourrissent des personnes. Là où quand on était dans les champs, on ne serait pas dans les belles écoles à faire des plans d'aimants sur l'IA, on serait en train de planter des choux pour bouffer, tout simplement, s'il n'y avait pas ces machines. Et ces machines ont des conséquences très concrètes, parce qu'elles consomment la plupart d'entre elles, en tout cas, les voitures en particulier, des carburants fossiles qui produisent du CO2, qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui font le réchauffement climatique, qui après permet plus de cultiver avec les tracteurs à 200 kW. Enfin, on peut toujours cultiver, mais ils ne poussent rien. Il n'y a plus d'eau,
où il fait trop chaud. Donc on voit que l'usage de ces machines à la fois nous rend un service très considérable, ça fait des transformations à notre place, et ça nous permet de faire d'autres choses, comme être ici tranquille à écouter des conférences, ou étudier dans des écoles, ou enseigner dans des écoles, ou faire ce qu'on veut, des plans sympas, mais ces machines aussi ont des conséquences. Donc là, c'est ça la partie un peu, retour au réel. C'est toujours ce qui est intéressant, passer par ces mondes imaginaires et revenir dans notre monde, le seul monde qui compte, notre monde, et d'en revenir un peu différent et en voyant les choses un peu différemment parce qu'on est passé dans ces mondes étranges. Alors en voilà un autre aussi qui est intéressant à analyser. Ça, c'est l'empereur qui s'agace du fait que Skywalker ne veut pas rejoindre le côté obscur, alors il décide de le buter en l'électrisant. Donc il lui envoie des éclairs. Donc là, il utilise la force comme un générateur de tension et pas comme un système antigravitationnel pour soulever des choses. Il utilise la force pour électriser Skywalker et le buter. Alors pour calculer la puissance de l'empereur, bah là, en gros, c'est comme en électricité. Enfin, je simplifie, continu, alternatif. On ne se pose pas trop de questions sur ces détails qui ont toute une importance. Triphasé, est-ce que l'empereur est en triphasé? Il a 5 doigts. C'est pas du 5 phasé. Enfin bref, je ne pose pas ces questions qui fâchent. Combien de volts, combien d'ampères? Voilà ce qu'on a besoin de savoir. Et on multiplie les deux. Quelle différence de potentiel, quelle intensité électrique, et ça donne une idée de la puissance de l'empereur. Alors pour les ampères, c'est assez facile, parce qu'il veut buter Skywalker. Et ça, historiquement, ça existe. On a tué des gens par l'électricité. Ça s'appelle la chaise électrique. C'est documenté. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez facilement trouver les brevets d'invention. Vous pouvez trouver toute l'histoire de la chaise électrique, qui a d'ailleurs servi dans l'histoire du courant électrique, entre courant alternatif et courant continu. Qu'est-ce qu'on met comme courant pour tuer les gens? Et donc, il y a eu un argument du courant alternatif pour dire, regardez, on tue des gens avec du courant continu. Donc, c'est mauvais. Le courant alternatif, c'est mieux. Vous voyez? Et il y avait plein d'arguments à l'époque où ça fightait encore pour savoir quel genre de courant, quel type de courant on allait utiliser pour l'alimentation électrique. Bref, au final, on sait que plusieurs ampères, ça va mal pour le corps humain. C'était 5 ampères sur la chaise électrique. Donc le gars, il fumait littéralement. Vous avez vu, Skywalker, il fumait un peu. Et c'est normal parce qu'il a dû être chauffé par le passage du courant électrique. Ça, c'est l'effet Joule. Et ça a dû évaporer un peu de son eau. Notre corps, c'est à peu près 70% d'eau. Donc il y a un peu d'eau qui part et il fume. C'est pas qu'il fume, il doit fumer aussi un peu si on le maintient longtemps, mais il doit évaporer peut-être un peu d'eau. Et ça se recondense. Et donc, on va dire 1 ampère. Déjà, 1 ampère, c'est dangereux. Il ne faut surtout pas 1 ampère dans son corps. C'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Alors, 1 ampère, pour faire simple, mais ça pourrait être 3 ou 4 ou 5. Et puis, quelle différence de potentiel? Alors ça, on peut l'estimer en regardant le fait que l'empereur, il crée des éclairs sur plusieurs mètres dans un gaz, que je vais supposer être de l'air, parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'autre hypothèse. Ce personnage est aussi un extraterrestre, il y a très longtemps dans une galaxie très lointaine, donc ce type n'est pas un humain. Bon, on va supposer qu'il respire de l'air, parce que sinon je suis un peu embêté. Et puis pour estimer la longueur des éclairs, je la compare à sa taille. Ça, c'est facile à faire, à peu près 3 fois, peut-être 4 fois sa taille. Il faut faire une hypothèse sur sa taille pour donner de la longueur des éclairs. Donc les éclairs, ils ont l'air de faire 3 fois sa taille, il fait 2 mètres, enfin on arrondit à 2 mètres, les éclairs font entre 5 et 6 mètres, disons. Et puis il faut un dernier élément, le champ disruptif de l'air, c'est, si je suppose que c'est de l'air, quel champ électrique il faut entre 2 électrodes pour rendre l'air conducteur. Alors ça se mesure, ça regarde sur Google, enfin on se renseigne, 3,6 millions de volts par mètre pour de l'air sec. Alors évidemment, si l'air est humide, vas-y, c'est compliqué, bon, on oublie tout ça. Parce qu'on veut un ordre de grandeur. Donc on dit 5 mètres, 3,6 millions de volts, c'est peut-être un peu plus de 5 mètres, c'est peut-être un peu différent. Bref, je vous le mets à 20 millions de volts parce que c'est vous, mais si vous me dites 25 ou 12, on peut discuter. Alors c'est peut-être même un peu moins que 25 aussi, ou que 20 millions, parce que vous avez vu les doigts, comment il les a mis là? Je remets la scène, là, comme il y avait un endroit, on voyait bien comment il fait. Vous avez vu comment il met ses doigts? Comme ça. Il ne met pas comme ça, il ne met pas comme ça, il met pas, je sais pas, enfin, il met bien comme ça. Et ça, c'est bien, c'est une bonne idée. Parce que les champs électriques sont plus intenses au voisinage des conducteurs de petits rayons de courbure. Ça s'appelle pouvoir des pointes. Et donc, le champ électrique au voisinage sur les doigts, il sera plus important comme ça que comme ça, où là, une grosse pointe qui est le bout des doigts, ou là, le point avec un rayon de courbure plus grand, ou la main plate, où là, il y a un rayon de courbure qui est très faible. Et donc, en mettant ses doigts comme ça, il doit faciliter la création de l'éclair. Malheureusement, sur ce film, c'est un peu pénible, on ne voit pas super bien, enfin, on n'a pas l'impression, mais il se pourrait qu'il ait une manucure qui lui est posée sur ses doigts, sur ses ongles, des parties métallisées pointues. Ça aiderait beaucoup à la formation de l'éclair. Ça, c'est une possibilité. On ne voit pas bien, mais c'est possible. Et l'empereur, donc, peut-être c'est un peu moins de 20 millions de volts, parce qu'il a des doigts pointus, si je veux dire, et ça facilite la création des éclairs. Alors, 20 millions de volts, ou 20 millions de volts et 1 ampère, ça fait 20 mégawatts. Enfin,
ordre de grandeur 10 mégawatts et peut-être plusieurs fois 10 mégawatts. 10 mégawatts, vous voyez qu'on est encore à un facteur 100, donc Skywalker, c'était 100 fois en dessous de Yoda. Là, Yoda, quand on le voyait faire, c'est 100 fois au-dessous de l'empereur, c'est 100 kg versus 10 mégas. Et 10 mégawatts, c'est un TGV à 300 à l'heure. Donc là, ça commence à plus rigoler. C'est plus une voiture, déjà c'est compliqué, c'est un TGV. Donc on comprend pourquoi il ne faut pas embêter l'empereur. Lui, s'il s'énerve, il a 10 mégawatts de puissance, et donc il peut vous satelliser littéralement. C'est-à-dire dire, toi, en orbite, avec, en vous mettant 10 mégawatts dedans, et puis en suivant l'affaire, il vous met en orbite en quelques secondes. Il y a juste à faire le petit calcul de combien d'énergie ça coûte, et c'est ça. Donc il ne faut pas l'énerver. Je dis en orbite parce que c'est assez désagréable comme configuration, vu qu'il n'y a plus d'air, vous êtes mort, vous êtes là, enfin bref. Il peut aussi vous étrangler, c'est ce qu'il fait plus couramment, c'est peut-être pour que ça effraie un peu les gens autour de lui, il serre il écrase la gorge des gens. Donc l'empereur 10 mégawatts. Et puis dernière situation, on peut estimer la puissance, ça c'est dans le cas d'un sabre laser, dans cette scène où on voit les deux Jedi qui lui plonge son sabre laser dans une porte blindée qui s'est fermée un peu avant, parce que les deux derrière n'étaient pas très rassurés. Et cette grosse porte blindée, on l'a vu se fermer, elle doit faire une bonne épaisseur, comme une porte de coffre-fort, et puis ça fond, hein, littéralement, il y a un morceau de métal qui coule. Donc là, dans cette scène-là, on va la reprendre là, on peut estimer la puissance du sabre laser, donc la puissance que le Jedi a dû piocher dans la force et mettre dans le sabre laser pour que ça fonde. Alors ça, il faut estimer, ça va dépendre de quoi, de la matière qui fond. Qu'est-ce que c'est que ce matériau? Parce que ça va dépendre, par exemple, de sa température de fusion ou de sa capacité thermique. Et donc, il faut savoir le matériau. Alors, on pourrait mettre plein de matériaux possibles. Ça dépend aussi de la masse du matériau. Alors, les pleins de matériaux possibles, nous, comme on fait une analyse scientifique, enfin au sens de la science de notre monde, on va se dire qu'on va utiliser un matériau réel, hein, quelque chose qui n'est pas, je sais pas, l'adamantium ou le nobténium, enfin les métaux bizarres qu'on voit dans les films de science-fiction. C'est un vrai matériau. Il faut un peu être malin, c'est-à-dire que c'est pas de l'étain qu'on va mettre. Personne ne fait des portes de protection en étain, on en fait de la soudure par exemple, donc ça fond à 200 degrés ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas de l'étain, c'est pas du plomb, c'est un métal mou, c'est complètement con de faire des portes de protection en plomb. On peut faire des portes de protection anti-radiation avec du plomb dedans, parce que c'est dense comme métal, mais là, c'est pas ça, on comprend pas ça, on comprend que c'est une porte blindée pour éviter qu'on passe à travers. Donc bon, on peut imaginer plein de choses. L'acier, en général, sur Terre, est assez couramment utilisé, puis ça permet de trouver les valeurs facilement, sans être obligé de réfléchir des plombes. Alors, on prend de l'acier, par exemple. L'acier, c'est 6 tonnes par mètre cube, donc il faut estimer 8 tonnes par mètre cube, donc il faut essayer d'estimer le volume d'acier. Alors ça, pareil, on peut comparer le rayon de courbure du trait qu'il a commencé à faire, qui est ici, là, la taille du cercle est là, et puis à la taille du personnage, pareil, on va estimer un humain adulte, même si c'est pas un humain, ce personnage n'est pas un humain. Alors peut-être 1m80, donc du coup, là, ça a l'air de faire peut-être un tiers, enfin le tiers du haut. Donc le rayon, peut-être 60 cm, 1m20 de diamètre, 60 cm de rayon. La porte, elle fait une certaine épaisseur, évidemment. Alors on peut l'estimer en sachant que ça ressemble beaucoup à une porte de coffre-fort. Donc on regarde, Fort Knox, épaisseur des portes. 27 pouces, vas-y, les pouces, combien de centimètres? Et on trouve que ça fait 70 cm à peu près d'épaisseur. Donc 60 cm de rayon, 65, 70 cm de rayon, 70 cm d'épaisseur. Il y a un cylindre d'acier de ces dimensions qui font. On calcule le volume du cylindre, vas-y, le calcul du cylindre. On multiplie par la masse volumique, vas-y, 8 tonnes par mètre cube. Ça fait 6 tonnes d'acier qui font. Alors faire fondre 6 tonnes d'acier en quelques secondes, c'est beaucoup de puissance. Parce que l'acier, il faut le monter de la température ambiante à la température de fusion. Donc ambiante, mettons 20 Celsius, à la fusion qui est un peu au-dessus de 1500 Celsius. Il faut grimper de 1500 degrés, puis il faut payer le backchiche qu'on appelle chaleur latente. Et bien voilà, une fois qu'on a payé tout ça, en pareil, 3 ou 4 secondes, on obtient la puissance du sabre laser. Et la réponse est 1 milliard de watts, 1 gigawatt. Alors là, c'est énorme. 1 gigawatt, alors j'ai mis les valeurs ici pour impressionner l'assistance. 1 gigawatt, donc ça, 1 gigawatt, c'est beaucoup, ça correspond à un réacteur nucléaire. Donc ça, c'est beaucoup. Et un réacteur nucléaire dans un truc, regardez la dimension du sabre laser du manche par rapport à ce micro, ça tient dans un micro. Donc on se dit, ça marche pas. Bon, c'est un argument compliqué pour dire que le sabre laser marche pas, sachant que deux rayons lumineux risquent pas de se bloquer l'un l'autre quand on les frappe, ça fait pas du bruit, enfin ça s'arrête pas comme ça. Il y a d'autres arguments beaucoup plus simples, mais là on a un argument compliqué pour dire, bon, ça va pas être facile de faire ça. C'est pas des piles qu'il y a dans un sabre laser, des piles ou un réacteur, n'importe quoi qui fonctionne dedans et qui envoie 1 gigawatt pendant plusieurs secondes et puis il recommence plus tard. C'est pas juste quelques secondes après c'est marre, je jette le sabre laser, j'en prends un autre. Non, ça recommence plusieurs fois. Donc on en est réduit, et c'est ce que je disais au début, à penser que le sabre laser n'est pas une machine qui contient des piles ou un système de production interne d'énergie, quel qu'il soit, mais une machine qui
transforme une forme d'énergie qui s'appelle la force, que nous ne connaissons pas, en une autre forme d'énergie qui s'appelle la lumière. Comme le vélo transforme une forme d'énergie musculaire, qui est musculaire, la mécanique du muscle humain, en une autre forme d'énergie qui est le déplacement du vélo et de son cycliste. Donc le vélo, il n'a pas de source interne d'énergie, enfin les vélos à assistance électrique si, mais les vélos habituels n'ont pas de source interne d'énergie, ils font qu'une transformation, et ça permet de transformer je bouge, et ça me fait déplacer. Alors que si je bouge, si je pédale en l'air comme un taré, je ne bouge pas. Mais sur un vélo, ça me fait bouger. Donc là, la même chose, le sabre laser est une machine qui fait une conversion de force en lumière. Et il n'y a pas de source interne. Donc le Jedi prend la source, prend le milliard de watts, le met dans la machine, la conversion se fait, boum, ça sort le faisceau lumineux. Alors le problème de cette affaire, maintenant, parce qu'on peut se dire, c'est pas mal, on a compris le sabre. Donc ça explique aussi pourquoi, et ça je dis ça pour les plus anciens de la salle, les sabres laser ne fonctionnent qu'avec des Jedi. C'est-à-dire tous les films où on voit un non-Jedi utiliser un sabre laser, c'est une hérésie complète. Si n'importe quel abruti peut l'utiliser en appuyant sur un bouton, c'est qu'il y a des piles dedans. Et on vient de dire, et piles dedans, on n'y croit pas. Alors que s'il n'y a pas de piles dedans, et si on croit à l'existence de la force, que ça c'est quelque chose qui est une réalité qui nous échappe, mais qui existe vraiment, alors le Jedi pioche dans la force, le met dans le sabre laser, et boum, ça fait le truc. Alors le problème, c'est que les machines ont toujours une efficacité de conversion, qui est toujours inférieure à 100%. Elle peut être très bonne, comme les moteurs électriques, genre 80%, 85%, 90%. Très bonne comme les vélos, les très beaux vélos du Tour de France. La conversion d'énergie mécanique musculaire en énergie de mouvement, c'est 90%. C'est un peu moins bon pour les Vélib, mais enfin, ça reste comme des très bonnes valeurs, au-delà de 70%. Ça peut être très mauvais comme les moteurs thermiques de voiture, 20%. 20% de l'énergie chimique se retrouve en énergie de mouvement. C'est des merdes en barre, les voitures thermiques, 2 fois, parce qu'elles ont une mauvaise efficacité et qu'en plus, elles mettent du CO2. Et là, pour le sabre laser, on ne connaît pas l'efficacité, mais même si l'efficacité était incroyable, 99,9%, on va supposer ça, une efficacité incroyable. Il n'y a aucune machine sur Terre qui a une aussi belle efficacité. Donc il y a 0,1% de perte, 1 millième de perte. 1 millième de 1 gigawatt, ça fait 1 mégawatt. Ça, c'est perdu en chaleur. C'est perdu en chaleur dans le convertisseur, donc le sabre laser. Et quand vous prenez un machin comme ça qui doit faire 500 grammes de métal et vous mettez 1 mégawatt dedans de puissance, ça chauffe. Ça s'éclaire, ça brille et c'est chaud. La température, elle monte presque à 2000 degrés. Ça veut dire que c'est quasiment ça devient une lampe à incandescence. Enfin, le sabre laser est le filament d'une lampe qui éclaire. Et donc, ça vous chauffe les mains. Et donc, il ne faut pas avoir ses mains sur le sabre laser quand on s'en sert. Ça, c'est très dangereux de faire ça. C'est aussi très dangereux de mettre ses mains nues près de plusieurs kilogrammes d'acier en fusion. Ça s'appelle un barbecue. Il ne faut pas faire ça. Donc, en fait, ce sabre laser ne marche pas de plein de façons différentes. Vous voyez que ça permet encore une fois d'essayer de tirer un fil et de parler des machines en général, des conversions, de parler des efficacités, etc. Donc, je n'ose dire de faire un cours de physique sur les machines, sûrement pas, mais en tout cas de jouer avec ces idées-là, des notions qu'on a pu voir dans un cours de physique ou de technique ou d'ingénierie sur des machines et les efficacités de conversion. Bon, en plus de mettre ses mains près de plusieurs kilogrammes d'acier en fusion, il regarde avec ses yeux directement une source très brillante, ce qui ne se fait jamais. Les soudeurs le savent bien, on met des lunettes de soudage. Comme d'ailleurs le camarade Octavius qui y a pensé. Dans Spider-Man 2, le professeur Octavius fait une démonstration d'une machine à fusion thermonucléaire. Il met des lunettes de soudeur, lui. Veuillez attacher vos ceintures. C'est pas suffisant. Il tapote sur sa machine, il y a des espèces de lasers qui vont s'allumer. Ils font ça les uns après les autres sur une petite bille de tritium. Ils en parlent dans le truc, mais ils ne disent pas qu'il y a autre chose avec. Le laser éclaire le truc. Et boum, ça fait Docteur, ça. vous avez réussi une et on nous dit fusion. que ça fait des réactions de fusion. Que ce qu'on vient de voir, ce sont des réactions de fusion thermonucléaire. C'est une révolution qui dépasse tous les rêves de notre père. Merci. Nous produisons un surplus de 1000 mégawatts. Ils prédisent 1000 mégawatts, donc le machin jaune qui brille, là, c'est 1000 mégawatts. 1 gigawatt, donc un réacteur nucléaire qui brille. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Et il conclut avec ça, la puissance du soleil dans la paume de ma main, parce qu'effectivement, les étoiles en général et le soleil en particulier brillent durablement pendant, pour le cas du soleil, des milliards d'années, 10 milliards d'années, parce qu'en leur cœur se déroulent les réactions de fusion thermonucléaire. Donc là, il reproduit des réactions thermonucléaires, pas exactement les mêmes, mais des réactions, le même type de réaction qui se produit au cœur des étoiles. Cette fois, il utilise du tritium et ils ne disent rien d'autre. En fait, dans la machine ITER, qui va être, je vais vous montrer une image tout à l'heure, la machine ITER qui est construite en ce moment à Cadarache, est une expérience pour essayer de réaliser des réactions de fusion thermonucléaire de thérium-tritium, 2 isotopes de l'hydrogène.
Dans le Soleil, il n'y a que de l'hydrogène. Et donc, il y a une réaction hydrogène plus hydrogène donne deutérium qui est extrêmement lente, mais qui, à la fin, finit par produire. Et puis, de la suite, produit la conversion totale d'hydrogène en hélium 4 qui produit l'énergie qui compense celle qui est rayonnée par la surface et qui nous arrive après sur Terre. Et donc, dans ce film, il nous montre une petite image. Vous avez vu la petite sphère jaunâtre qui s'allume, cette sphère de fusion thermonucléaire qui produit 1000 mégawatts. C'est exactement le genre de puissance qu'on attend d'un réacteur de fusion. Hein. Pour ITER, ça sans doute de l'ordre de 1000 mégawatts. Peut-être que les réacteurs, si un jour ils se font après ITER, si ITER et l'expérience fonctionnent bien, alors un jour on fera peut-être un démonstrateur industriel. Et si on arrive à construire les démonstrateurs industriels, ITER il doit produire, on espère produire 10 fois plus d'énergie qu'on a injecté, 10 fois plus de puissance qu'on a injecté dans le réacteur pendant 1000 secondes. Après, pour les réacteurs de production, il faut qu'ils fassent ça 24 heures sur 24 et on espère avoir plus que 10. Et puis après, il faut le vendre. Une fois qu'on a le démonstrateur industriel, il faut le vendre. Et là, on aura la tête de pont industrielle. Donc, dans les années 2090, sans doute, si jamais tout marche bien, on verra ce genre d'appareil arriver. Donc, tout ça pour dire que la fusion ne sera sans doute pas la solution à nos problèmes énergétiques. Ce n'est pas la bonne échelle de temps du tout. On a des problèmes à l'échelle de maintenant et pas à l'échelle de 60 ans. On a aussi des problèmes à l'échelle de 60 ans, mais des problèmes urgents à régler maintenant. Et donc, la fusion, si vous voulez, ne sera pas la solution instantanée, si tant est qu'il y en ait une. Et donc là, il nous fait ces réactions de fusion. 1000 mégawatts, c'est la bonne puissance, mais il a ce truc qui brille 1000 mégawatts. C'est de la lumière et ça envoie 1000 mégawatts. Donc ça veut dire que le truc est brillant. 1000 mégawatts de lumière, c'est beaucoup. Hein. Dès qu'on est là éclairé, c'est quelques dizaines de watts, tout au mieux. Quand on est en plein soleil, plein midi solaire, en plein été, c'est 800 watts. Et déjà, ça ne fait pas tellement rire. 1000 mégawatts, vous voyez, c'est 1 million de fois ce soleil de midi. C'est même un peu plus qu'1 million de fois ce soleil de midi. Donc là, on est carrément grillé, en fait. Hein. Il a mis des lunettes de soudeur, c'est une bonne idée, ça part d'un bon sentiment, mais c'est très, très, très insuffisant. Et en fait, on peut calculer qu'avec la puissance rayonnée qui est là, sous forme de lumière, avec un corps chaud, eh bien, il faut qu'il se place à 300 mètres s'il veut recevoir, sous forme de lumière et par mètre carré de son corps, autant d'énergie que reçoit 1 mètre carré de steak dans une poêle. Alors, ce n'est pas les steaks, les steaks sont pas en mètre carré, mais les watts par mètre carré que reçoit un steak dans une poêle qui est en train de cuire, c'est autant qu'il va recevoir, lui, à 300 mètres de la source de lumière qu'il est en train de créer par son système. Donc ça veut dire que ce n'est pas la distance de sécurité, 300 mètres, on est bien d'accord. Hein. Ça veut dire que c'est juste à cet endroit, il va griller comme un steak. Voilà. Donc il a le temps de se dire, il fait chaud, je pars. Si on met la main dans la poêle, en général, on la retire vite. Bah là, il se barre. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait raisonnable. En même temps, l'objet qu'on voit, la machine que l'on voit est toute petite. Pas toute petite, elle est un peu plus grande que lui, elle peut faire 3 mètres de haut, 4 mètres de haut. Elle ressemble beaucoup à ce genre d'image-là, hein, qui est finalement le Soleil, avec ici une éruption solaire, la Terre à l'échelle. La Terre n'est bien sûr pas à cette distance du Soleil, c'est juste pour montrer l'échelle de ces éruptions solaires. Et là, c'est un Soleil qui est vu en lumière ultraviolette, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Là, les couleurs sont évidemment artificielles, mais il y a des zones sombres qui rayonnent moins chaudes, et des zones brillantes qui rayonnent plus, qui sont plus chaudes, elles rayonnent plus en ultraviolet. Et donc, l'image que l'on voit dans le film, c'est vraiment un petit soleil en ultraviolet, avec des petites lignes magnétiques, comme on le voyait bien. Donc ils nous montrent, ils font littéralement la puissance du soleil dans la paume de ma main. C'est ce qu'utilisent les gens, c'est un peu la chose qu'utilisent les gens qui travaillent dans la fusion thermonucléaire, qui disent que c'est l'énergie des étoiles, ce qui est évidemment tout à fait juste. Mais lui, il matérialise ça, il réifie ça en disant je mets un petit soleil en ultraviolet au centre de la machine et c'est un soleil dans ma paume de ma main. C'est pas un soleil réel. D'ailleurs, le plasma qu'on voit jaune, si on le voit jaune, il doit être à 6000 degrés de température ou 5000 degrés de température, alors qu'un plasma de fusion dans ITER sera plutôt 150 millions de degrés. Et puis la façon dont on voit les choses, avec des lasers qui s'allument, ça ressemble beaucoup à cette machine-là. Alors cette machine-là, elle est essentiellement, il y a ici une petite pellette, une petite chose qui fait 2-3 mm de taille, qui va être éclairée par, je ne sais plus combien, 176 faisceaux laser, qui est au cœur d'une chambre qui fait 10 mètres de diamètre, qui est instrumentée de plein d'endroits, puis il y a des fenêtres pour faire pénétrer les faisceaux laser. Il y a tout un tas de lignes d'amplification à bâtiment qui fait quasiment 100 mètres de long, c'est le laser mégajoule, qui est à Bordeaux, au centre CEA du bord de Bordeaux. Et donc là, on a un endroit où on espère pouvoir reproduire en minuscule des réactions de fusion thermonucléaire. Les Américains ont la même chose avec le NIF, le National Ignition Facility, et eux, ils ont réussi à faire des fusions. Le laser mégajoule n'a pas encore réussi à faire des réactions de fusion,
toute petite, parce qu'il y a une toute petite quantité, et hop, c'est fini. Dès que ça a brûlé, si je veux dire, ça disparaît, c'est fini, il n'y a plus rien. Alors que dans le film, on voit ça dure, ça a l'air de durer, quoi. En fait, une fois que le combustible est consommé, ben, ça s'arrête tout seul. C'est le grand avantage de la fusion, c'est que c'est très difficile à allumer et facile à arrêter. La fission nucléaire de nos réacteurs, c'est très facile à allumer, il suffit de faire un gros tas, et c'est compliqué à arrêter, enfin plutôt à gérer. Il faut en permanence gérer le truc, sinon c'est une divergence exponentielle, c'est une réaction en chaîne exponentielle. Et donc là, vous voyez que là, la sphère fait 10 mètres de diamètre, et le système de production du faisceau laser fait un énorme bâtiment qui est derrière. Si vous avez l'occasion d'aller visiter le CESTA, allez-y, c'est vraiment très spectaculaire. Et donc, en fait, ce que fait Octavius, c'est assez remarquable, c'est sur 3 mètres, il y a un type avec une vague console, enfin c'est tout petit, tout compact, ça produit les 1000 mégawatts attendus, etc. Donc c'est assez étonnant. Donc, là, encore une fois, il nous montre un truc qui est plausible. Et vous voyez que là, dans la SF, souvent, ils prennent l'idée et ils la mettent directement. L'analogie, l'image, ils la prennent et ils en font le truc. Alors évidemment, ça fait quelque chose qui est faux, au sens, la machine n'est pas comme ça, mais dans le principe, ça marche. Et en plus, ils mettent malgré tout les bonnes valeurs. Après, il y a quelques précautions d'usage. Il faut mettre un peu plus que de soudeur, évidemment. Alors un autre film qui est pas mal aussi sur les questions d'énergie et puissance, on pourrait se dire, est-ce qu'on pourra faire des Jaeger? Vous savez, ça, on est un festival de robotique, alors du coup j'ai rajouté cette planche spécialement pour vous. Les Jaeger, c'est dans Pacific Rim. C'est un film qui n'est pas si dispensable que ça, en tout cas. Il y a des pires. Et dedans, regardez le genre d'engin qu'il y a. Pour un festival de robotique, ça fait plaisir. Là, le gros truc qu'on voit, en fait, c'est un robot géant. La porte qui s'ouvre, c'est comme le VAB, l'immense bâtiment d'assemblage des fusées Saturn V qui fait pratiquement 150 mètres de haut. Voilà, il est là, le robot, vous voyez, c'est votre petit robot d'image, mais en mode on rigole pas. Il y a 2 types dedans qui le manipulent, une affaire sur lesquelles je passe les détails, et ça sort d'un bâtiment immense. Hein. Ce Jaeger-là, ils appellent ça des Jaeger, chez Sacher en allemand. Ce Jaeger-là, il fait 88 mètres de haut, il pèse 7000 tonnes. D'accord ? Et dit connexion, qui, ah ouais, ça remarche. La source d'énergie, on dit dans le film, c'est des nucléaires vortex turbines. Il y a un truc au milieu là qui tourne. C'est comme dans Iron Man, il y a toujours un truc au niveau, pas le cœur, mais un peu vers le cœur. C'est la source d'énergie, quoi. Il y a un machin, puis ça tourne. C'est ce machin-là qu'on a vu au début, il y a un truc jaune qui s'allume, ça a l'air de tourner, c'est le nucléaire vortex turbine. Bon, on comprend que c'est un réacteur nucléaire, vortex, on s'en fout un peu, sans doute. Nucléaire, ça veut dire qu'il y a de l'énergie nucléaire dedans. Alors évidemment, avec un truc de 80 mètres de haut qui fait 7000 tonnes, on doit pouvoir mettre un bout de réacteur nucléaire dedans. Après, je ne parle pas de tout le merdier qu'il faudrait autour pour la sécurité, la sûreté, hein, mais juste le réacteur, ça tient sans problème là-dedans. Un réacteur nucléaire, la cuve du réacteur, c'est 5 mètres de diamètre, 8 mètres de haut, 10 mètres de haut. Donc ça tient à peu près dans cette pièce, enfin pas tout à fait, mais ça débarde pas beaucoup de cette pièce. Donc tenir dans un machin qui fait 80 mètres de haut et 7000 tonnes, pas de problème. Ça produit typiquement un réacteur nucléaire, il y en a peut-être 2, peut-être que c'est un réacteur un peu boosté, genre EPR, peut-être qu'il produit entre 1 et 2 gigawatts, quelque chose comme 1 à 2 gigawatts. Voilà l'ordre de grandeur qu'on peut attendre pour la puissance de ce robot. Alors on peut comparer d'abord au niveau des dimensions et des masses aux plus grosses choses qu'on n'a jamais fabriquées, qui sont des fusées typiquement, le Saturn V, le Space Launch System de la NASA ou le Starship. Et bien voilà les masses, vous voyez, 7000 tonnes, 88 mètres, voilà on est dans la grosse fusée, sauf que ça pèse sans doute plus lourd parce que dedans c'est pas du carburant liquide, qui a une certaine densité mais qui est pas si énorme que ça. Là c'est de la ferraille avec un peu des bouts d'air, il n'y a pas de la ferraille pleine tout le temps, mais c'est de la ferraille, c'est plus dense la ferraille. Donc ces Jaeger, on peut comprendre qu'ils soient assez massifs, en tout cas, pour des dimensions un peu plus petites, ils sont un peu plus massifs, sensiblement plus massifs que ces fusées. Alors, dans le film, on les voit, ces Jaeger, alors c'est un truc de garçon, hein, c'est sa patate, il y a des monstres qui arrivent et on les éclate à coups de poing. D'accord, c'est fin, c'est film fin. C'est pas on envoie des missiles et des machins, ou non, il y a des gros monstres et vas-y, on va les patater à coups de Jaeger. Bon. Alors, ces gros machins-là, on les voit aussi, qui font un peu, genre, pas catch, mais un peu ça. Il y a ces gros monstres, qu'on appelle des kaijus, c'est un film avec une connotation japonaise. Ces kaijus, ils les chopent, ils les soulèvent et ils les balancent. Bon, ok. Et les kaijus, on nous donne des informations. Notamment, dans une des batailles qui se produit, il y a un kaiju qui s'appelle Knifehead, la tête de couteau, dont on nous dit que la masse est 2700 tonnes. Et moi, il y a une séquence, je ne vais pas recopier toutes les séquences, je n'ai pas pris le temps de faire toutes les séquences. Il soulève le kaiju de plusieurs dizaines d'étages. Mon estimation, c'est une 50aine de mètres. Vous voyez, donc il soulève le kaiju d'un peu moins que sa taille, il le prend, puis vas-y, il le soulève, et puis il le balance. C'est quoi la puissance pour faire ça ?
2700 tonnes de 50 mètres en 1 seconde, parce que ça, il fait ça comme un match de catcheurs, sauf que les catcheurs font 80 mètres de haut, quoi. Donc il va aussi vite, donc il faut envoyer, parce que ça pèse, hein, tout ça. Il faut bouger 7000 tonnes avec des échelles de temps qui sont la seconde. Pas 7000 tonnes, super lentement. Les fusées, on sait les bouger, c'est les 1000 tonnes, les milliers de tonnes de fusées, ils sont sur des crawlers, vous savez, cette énorme machine à chenilles, dont la puissance est plusieurs mégawatts. Hein. Les moteurs du crawler, c'est plusieurs mégawatts. Ça avance à quelques kilomètres par heure, 1 ou 2 kilomètres par heure. Et la fusée de plusieurs milliers de tonnes, elle est posée dessus, puis il avance. Et en plusieurs heures, il fait les 2 kilomètres pour aller sur le pas de tir. Donc on sait faire des machines qui bougent des milliers de tonnes. Là, on les bouge en des heures. Donc avec une grosse puissance, mais comme il y a beaucoup de masse, ça avance pas vite. Bon, ben là, ils ont beaucoup de puissance et beaucoup de masse, et ils vont vite, donc ils ont vraiment beaucoup de puissance. Eh bien, il faut 1 gigawatt. Voilà, on peut faire le calcul, c'est tout simple. Contre la gradée de la Terre, 2500 tonnes à 50 mètres en 1 seconde, ça fait 1 gigawatt. Et c'est marrant, ça correspond à peu près à un réacteur au nucléaire ou deux qu'il a dedans. Je vous laisse le soin de réfléchir à l'agencement technique dans la machine, les refroidissements, le bordel, enfin tout ce qu'il faut faire. Mais en termes de puissance, d'avoir mis quelque chose qui est nucléaire, c'est bien plus malin que d'avoir mis, je ne sais pas quoi, des batteries ou je ne sais quoi. Donc, je ne vais pas dire que c'est parfait, mais c'est pas si faux. Voilà, c'est intermédiaire. Bon, après, c'est complètement con de se patater avec des cajous à coups de latte de robots géants. Bon, ça, c'est un autre problème. Alors, évidemment, bon, je vous laisserai voir le film si vous ne l'avez pas vu. Il n'est pas si mauvais, il est un peu con, mais il n'est pas si mauvais. Le 2 est pire. Et il y en a d'autres bien pires avec des robots géants. Je ne citerai pas les noms. Alors, un autre endroit où on peut essayer de faire des calculs de puissance et des comparaisons avec ce qu'on sait faire, c'est le voyage interstellaire. Parce que ça reste quand même le grand truc de la science-fiction. On va vers les étoiles lointaines, les planètes lointaines. Alors d'abord, on peut regarder, j'ai pris Saturne V. Saturne V, c'est pas compliqué. Le premier étage de Saturne V, sa puissance, c'est 120 gigawatts pendant un peu moins de 3 minutes. Au bout de 3 minutes, il n'y a plus rien à brûler, donc ça s'arrête. 120 gigawatts, c'est beaucoup, c'est 120 réacteurs nucléaires dans une seule machine. Il y a 5 moteurs. Hein. Là, il y a 5 moteurs F1. 5 gros moteurs, vous imaginez comment ça envoie les turbines, les turbopompes là-dedans, c'est un truc de folie, quoi, cette machine, c'est incroyable cette machine. Et à l'époque, en 69, ça représente un peu moins de 2% de la puissance mondiale. Donc cette machine, quand elle a fonctionné, pendant 3 minutes, le monde est passé de 100% à 102%, et puis il est retombé à 100%, avec cette unique machine. Ça a l'air pas beaucoup, 2% de plus, mais en fait, c'est une machine incroyable, quoi. Elle est incroyable. Et après, elle s'est arrêtée parce que les réservoirs étaient vides, les réservoirs du premier étage étaient vides. Donc, ça reste quand même une machine extraordinaire. Je vous montrerai tout à l'heure Starship, ça rigole pas non plus. Donc, maintenant, on peut se dire, on va faire un voyage interstellaire vers une étoile, disons, la plus proche, Alpha du Centaure. Elle est à 4,3 années-lumière. On va faire ça en 50 ans. Pour faire ça rapidement, il faut en gros aller à 10% de la vitesse de la lumière. Vitesse maximum, 10%. C'est-à-dire, on accélère, ça prend un certain temps, 10% de vitesse de la lumière, puis on décélère, on est arrivé. Je vous fais grâce de tous les calculs. Il faut en gros 50 ans et on arrive... lentement, c'est-à-dire 50 ans quand même. Hein. C'est-à-dire, moi, je serais mort si ça part demain, je suis mort quand ça arrive, probablement. Ça reste ambitieux, malgré tout, parce que 10% de la vitesse de la lumière, ça fait 30 000 km par seconde. Donc, c'est 1000 fois la vitesse de la Terre sur une orbite autour du Soleil. Et c'est, au bas mot, 1000 fois, même c'est 2000 fois plus rapide. 30 000, ouais, c'est 2000 fois plus rapide que les vitesses terminales des sondes Voyager et Pioneer qui s'échappent, qui sont typiquement dans les 15 km par seconde. Donc si on est à 30 000 km par seconde, on est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus rapide que ce qu'on n'a jamais su faire. Bien sûr, on a fait des sondes qui ponctuellement ont pu dépasser ces vitesses. Par exemple, par des assistances gravitationnelles, certaines sondes sont même montées jusqu'à 120 km par seconde, mais après, elles ont perdu leur vitesse, qu'elles ont été décélérées par la gravité de l'astre qui a permis de les dévier et puis de leur donner un petit peu d'énergie cinétique. Donc là, si on prend un vaisseau de 1000 tonnes de charge utile, c'est-à-dire c'est rien, enfin c'est pas mal 1000 tonnes, hein, on peut mettre un peu des antennes de communication, parce que si on envoie un vaisseau vers une étoile lointaine, il faut qu'on puisse avoir l'information, sinon ça sert à rien de l'envoyer. Donc on peut envoyer un iPhone, c'est pas très important. Si on a des photos d'une planète extrasolaire, on n'en a aucune, donc on sera content. Pas besoin d'avoir une grosse tech pour les photos. Simplement, il faut avoir de la tech pour que l'image revienne. Donc il faut des antennes, il faut une source d'énergie, enfin, etc. C'est pas juste les sondes et les calculateurs et l'IA et tout ce qu'on veut. Il faut aussi de la communication. Et dans 1000 tonnes, vous ne mettez guère que ça. Vous mettez pas d'humain. Il n'y a pas d'humain dans 1000 tonnes de charge utile. Il n'y a pas de possibilité de mettre d'humain. C'est beaucoup trop léger. Donc 1000 tonnes de charge utile à 10% de la vitesse de la lumière, son énergie cinétique, c'est 450 hexajoules. 450, 10 puissance 18 joules. Alors, c'est beaucoup. Et je peux comparer à la production mondiale d'énergie primaire en 2022, 600 hexajoules. Donc ça veut dire
un voyage interstellaire modeste, mais incroyablement performant par rapport à ce qu'on sait faire actuellement. Les sondes, là, elles mettent plutôt 80 000 ans pour atteindre des planètes, des étoiles proches. Si elles les visaient à 15 km par seconde, c'est plutôt 80 000 ans la durée de voyage. Hein. Donc là, on parle de 50 ans, donc c'est vraiment un bond considérable. Eh bien, l'énergie nécessaire, l'énergie cinétique à mettre dans les 1000 tonnes de charge utile pour qu'il y ait un peu de matos et qu'on puisse faire des choses, eh bien, c'est l'énergie qu'utilise l'humanité en une année. Voilà, tout simplement. Le budget énergétique complet, c'est pas à 2%, c'est tout. Pendant un an. Sachant qu'il y a des pertes, qu'il n'y a pas efficaces, qu'il faut fabriquer la machine, etc. Donc il faut tout arrêter pendant des années et des années. Toute l'énergie qu'on a, on arrête tout, les écrans, on arrête tout. Toute l'énergie qu'on n'a pas utilisée, on en fait un gros tas. Je passe les détails techniques, on en fait un gros tas. Poum, on la met dans les 1000 tonnes, paf, c'est fait, on a un vaisseau. Vous voyez, on ne le fait pas en pratique. Donc c'est pas impensable. Je pourrais épiloguer longuement sur comment on pourrait faire, imaginer la motorisation, par exemple, d'un voyage interstellaire. C'est pas un problème technique, au sens penser l'objet, même s'il y aura bien des problèmes techniques à résoudre, évidemment, c'est d'abord un problème d'énergie. On n'a pas l'énergie, on n'a pas le budget. Il y a une maison à 1 million d'euros, vous avez 1 000 euros, ben non. Voilà. Et non. Et l'énergie, ça ne s'emprunte pas, évidemment. L'argent magique, ça existe, mais l'énergie magique, non. Le Starship, voilà, je montre le Starship, c'est une très belle photo. Alors lui, c'est pas 5 moteurs F1, c'est 33 Raptor, donc ils en ont mis 33 petits, donc il faut réfléchir un peu, il faut qu'ils s'allument tous. Hein. S'il en manque trop, bah, ça, c'est pas bon. Voilà, 120 gigawatts. Les 33 Raptor, ça fait 120 gigawatts. Donc voilà, les ordres de grandeur des puissances de ces machins au décollage, c'est vraiment énorme. Alors on peut comparer à un projet de vaisseau interstellaire, le projet Daedalus, il y en a eu d'autres, il y a eu le projet Longshot, il y a eu un autre que j'oublie, mais enfin il y a eu plusieurs comme ça projets d'ingénieurs de vaisseaux interstellaires, y compris en sachant qu'ils ne se feront pas tels qu'ils sont pensés, mais en essayant de les penser dans un aussi grand détail que possible, à l'aune des techniques disponibles au moment où le vaisseau est pensé. Ça, c'est un projet qui vient de la British Interplanetary Society dans les années 70. Et là, il y a un vaisseau qui fait de la fusion thermonucléaire, donc ça suppose qu'on la contrôle et qu'on est capable de la mettre dans l'espace. On ne la contrôle pas sur Terre, donc vous voyez, donc ça fait des hypothèses, mais qui sont, disons, raisonnables. On peut se dire, il n'y a pas un saut, j'ai pas besoin d'inventer un moteur extraordinaire ou de la physique extraordinaire. C'est des choses que je peux penser, que les physiciens ou des ingénieurs peuvent penser. Le réacteur principal fait 50 mètres de diamètre ici. Tout ça, c'est les réservoirs de l'étage principal, du second étage. La charge utile est ici avec son bouclier qui est devant parce qu'elle va être face au milieu interstellaire. Et donc ce machin-là, il atteint 12% de la vitesse de la lumière. La charge utile, c'est 450 tonnes. Vous voyez que c'est mes 1000 tonnes, toi, j'étais un peu généreux. Il atteint l'étoile de Barnard à 6 années-lumière en 50 ans, donc il est un petit peu plus efficace, il va un tout petit peu plus loin, mais il met typiquement 50 ans. La puissance du moteur, c'est 37 terawatts, là où la puissance de l'humanité actuelle, les 600 exajoules par an, ça fait 20 terawatts. Donc on a un truc qui fait 2 fois la puissance de l'humanité pendant tout son voyage. Donc ça rigole pas. Vous voyez, c'est encore une fois, on en a des budgets énergétiques qui sont plusieurs fois le budget énergétique de l'humanité entière. Alors évidemment, il y a des détails, il faut de l'hélium-3 il faut faire fonctionner l'hélium-3, il n'y en a pas sur Terre, il faut aller sur Jupiter, ramasser l'hélium-3 et ensuite partir. Vous voyez que le projet il est en 2 temps, on fait le gros vaisseau, puis après il va lentement vers Jupiter, là-bas il y a des trucs qui sont arrivés, dans les nuages de Jupiter il récupère l'hélium-3, on le met dans le vaisseau et zoup, on y va. Vous voyez qu'il y a des étapes techniques compliquées, mais voilà, ils se sont... hélium-3, c'est hélium-3 et deutérium. La réaction, c'est hélium-3 deutérium qui veut le faire plutôt que deutérium-tritium. Bon, bref, au final... On ne sait pas faire, on peut le penser, mais on ne sait pas le faire en pratique, pour plein de raisons, mais notamment une, on n'a juste pas le budget énergétique, on n'a pas la puissance, et l'énergie, la puissance disponible pour essayer de faire un truc comme ça. Et puis, on peut analyser aussi ce vaisseau, le vaisseau Venture Star dans le film Avatar. Alors, ce vaisseau qui est très bien fait, il a une esthétique particulière si on compare ça au vaisseau de Star Trek, au vaisseau de Star Wars, etc. Il a l'air plus ferrailleux, plus singé, mais c'est un vaisseau conçu manifestement. Il y a des gens qui ont réfléchi à ce vaisseau, c'est tout à fait évident pour moi, parce qu'on peut reconnaître tout un tas de choses. On va le voir dans un instant. Dans le film, on nous dit au début du film de Avatar 1 que les vaisseaux ont mis 5 ans, 9 mois et 22 jours pour arriver, et ils sont arrivés sur Alpha du Centaure, enfin sur une planète, plutôt sur un monde, Pandora, qui est en orbite autour d'une planète dans le système d'Alpha du Centaure. Et donc 4,37 années-lumière. Donc ils ont fait, pour en faire rond, 4 années-lumière en 6 ans. Donc la vitesse moyenne, froidement, il y a des subtilités, parce qu'à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière, il y a des effets relativistes dont il faut tenir compte, je vais être précis, mais froidement, 4 années-lumière en 6 ans, la vitesse moyenne, c'est 2/3 de la vitesse de la lumière. Là, c'est un autre monde. On n'est pas à 10% ou 12%, comme on vient de dire là. On est à 2/3. La moyenne
Donc ça laisse sous-entendre qu'on a été plus haut, puis parce qu'à la fin, on est parti à vitesse nulle, puis on arrive à vitesse nulle, on veut s'arrêter, quoi. On ne veut pas passer plein pot dans le système, il faut s'arrêter. Et donc la vitesse maximum, elle est montée au-dessus, donc là, on est dans un autre monde. Alors, ce vaisseau, il fonctionne comme ça. On reconnaît ici les 2 tuyères. Ça doit éjecter dans le champ des flèches jaunes pour accélérer le vaisseau vers l'avant, vers la direction à atteindre quand on part. Le vaisseau gagne de la vitesse. Dans ce sens-là, il vise Alpha du Centaure. Alors évidemment, il faut réfléchir un peu, parce que ce qui sort là, il faut que ça sorte un peu sur le côté pour pas cramer un peu les gars qui sont... Parce que là, évidemment, c'est les gars, ils sont là, ils dorment là pendant le voyage, ils sont là, hein. Ils dorment ici. Là, c'est le cargo, ils dorment ici. Il y a un truc qui tourne où ils sont là-dedans en gravité artificielle. Là, c'est probablement les réservoirs qui servent pour la coco qui sert à ça. Si ça vous intéresse une année, j'ai toute une enquête sur c'est quoi qu'il y a dedans. La réponse est de l'antimatière, c'est la seule solution. Ce qui pose un autre problème technique, comment on fait un moteur antimatière, blabla. Et c'est quoi un moteur antimatière? Et c'est quoi l'antimatière? Et puis ensuite, il y a ici les radiateurs, parce que ce truc, ça chauffe. Il y a une part de l'énergie qui sert à propulser, et puis une part qui chauffe. Les moteurs, il n'est pas 100% efficace. Et ce qui n'est pas utilisé pour la propulsion, ça chauffe, et bien il faut l'évacuer. Et dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Donc la seule façon d'évacuer l'énergie, c'est par rayonnement. Et donc, il faut des surfaces rayonnantes. Et si vous ne voulez pas qu'elles fondent, parce qu'elles vont chauffer fort pour évacuer une puissance très considérable, eh bien, il faut des très grandes surfaces. Ce qui explique leur taille, assez grande. Mais en fait, si on fait le calcul réel de ce que doit dissiper ce moteur-là, eh bien, la surface, elle est minuscule qui est ici. Elle doit être beaucoup plus grande que ça pour dissiper, sans fondre, la puissance perdue. Alors, c'est pas très grave. L'énergie cinétique du Venture Star, on peut calculer qu'elle vaut 33% de son énergie de masse, c'est-à-dire que vous rappelez au moins E égale MC2. L'énergie de masse, c'est MC2. Pour vous, pour les énergies habituelles, les énergies sont des milliardièmes de l'énergie de masse, et même moins que le milliardième. Là, l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement du Venture Star, c'est 33% de son énergie de masse. C'est parce qu'il a une vitesse qui est assez proche, qui commence à s'approcher sensiblement de la vitesse de la lumière. Alors, on peut aussi calculer ce vaisseau s'il finit, qui fait 1 million de tonnes. Si le vaisseau vide de matière, vide de carburant, il fait 1 million de tonnes, comme une plateforme pétrolière. Là, on commence à pouvoir mettre des choses dedans, des humains en particulier, et leur support de vie. Alors, il faut il doit emporter avec lui le carburant qui sert à décélérer 1 million de tonnes, et il doit emporter avec lui le carburant qui sert à accélérer, le carburant qui sert à décélérer 1 million de tonnes et 1 million de tonnes. D'accord ? Donc, le carburant premier, il accélère 2 trucs, et le carburant final, il décélère un seul truc, la masse vide. Alors, quand on fait ça, la masse initiale doit être de 5 millions de tonnes, dont 4,6 millions de tonnes de matière antimatière et 1 million de tonnes de vaisseau. Donc, ça veut dire qu'il faut produire 4 millions de tonnes, la moitié de 4,6, donc 2,3 millions de tonnes d'antimatière au rythme actuel. Enfin, on ne produit pas d'antimatière actuellement au sens de la production industrielle. Elle est produite comme on fait des expériences de physique, de collisions de particules au CERN, par exemple. Et dans ces collisions de particules, les masses d'antimatière produites par l'année se chiffrent plutôt en milliardièmes de grammes par an. Donc vous comprenez tout de suite que ça ne va pas être possible non plus. Tout simplement parce qu'il vous faut produire l'antimatière dont vous allez avoir besoin, dont vous allez tirer une énergie considérable. Il a fallu la payer avant pour avoir l'antimatière. Où est l'énergie pour avoir accès à l'énergie ? Où est l'énergie pour avoir la civilisation hydrogène ? L'hydrogène, il n'existe pas comme ça. Il y a un peu d'hydrogène naturel, mais pas beaucoup. Donc il va falloir le produire avec une source d'énergie. Il y aura une première conversion avec une efficacité plus petite que 100%, et une deuxième conversion dans l'autre sens avec une autre efficacité plus petite que 100%. Donc on comprend que la civilisation d'hydrogène, on peut discuter, mais ouais, c'est pas pareil que je mets du pétrole et ça marche. Même avec 20%, parce que j'ai pris le pétrole et je l'ai mis dans la voiture. Bon, il a fallu faire des opérations avant, il y a eu quelques pertes, mais essentiellement, c'est pratiquement tout ce que j'ai récupéré, je le mets dans la voiture, et puis ça fait 20% de rendement derrière, mais pas terrible, mais ça fait 20% de rendement quand même. Donc il faut enchaîner les efficacités successives, c'est pour ça qu'une voiture électrique, si elle a un moteur extrêmement efficace, de conversion d'électricité en mouvement, cette électricité vient d'une machine, qui est par exemple une centrale nucléaire, qui a une efficacité de 30% de conversion, et donc du coup l'efficacité globale de nucléaire à mouvement de la voiture, c'est 30% de 80%. 24%. C'est pas pareil, c'est pas un peu mieux que les 20% de la voiture, mais vous voyez, c'est pas délirant non plus. L'avantage, avec une source décarbonée, mettons le nucléaire, mais on pourrait aussi bien sûr parler de panneaux solaires ou d'éolien, avec une source électrique décarbonée, on a une voiture électrique décarbonée. Alors que la voiture thermique, elle est carbonée. Donc l'avantage de la voiture électrique, elle n'est pas dans son efficacité, même si le moteur en lui-même est très efficace.
eh bien, l'électricité qu'on met dedans, elle vient de quelque part, il a fallu la transformer, il a fallu transformer quelque chose pour avoir cette électricité. Et la transformation n'est pas terrible, c'est typiquement 30% de la réacteur nucléaire, et c'est 40% dans les... Alors si c'est de l'électricité qui vient d'une centrale à gaz, du coup on roule au gaz. Voilà. Ou au charbon, si c'est une centrale à charbon. Si c'est solaire ou photovoltaïque, eh ben c'est zéro dans la d'émission dans pareil, comme le nucléaire pour l'éolienne ou le photovoltaïque, mais il a fallu la produire aussi, et la conversion, elle n'est pas 100%, il a fallu convertir de la matière en panneaux solaires. Bref, il faut tenir compte de l'efficacité sur l'ensemble du cycle pour se faire une idée des efficacités globales. Donc les avantages ne sont pas toujours simplement dans l'efficacité du moteur électrique, c'est d'abord globalement, c'est un petit peu plus efficace que la voiture thermique, mais surtout, si on a une source décarbonée, électrique décarbonée, c'est décarboné. Donc là, il faut de l'antimatière. Bon, je vous fais grâce de l'enquête. Il en faut beaucoup, on ne l'aura jamais. Et quand on a tout ça, le bilan, l'énergie cinétique, là, les 33% de l'énergie de masse, avec ce gros bazar qui roule, ça fait combien d'énergie en unité qui serait une année de consommation humaine? Ben, c'est pas compliqué, 130 000 ans. Donc le Venture Star allait accéléré, vitesse de croisière décélérée, donc le voyage simple, c'est 130 000 années de consommation d'énergie humaine. Donc, encore une fois, il y a plein de complexités dans fabriquer un vaisseau de propulsé à l'antimatière, et en soi, c'est un problème technique considérable, mais on peut le penser et aboutir à des trucs absolument incroyables, mais le pire, il est là, c'est qu'on n'a pas l'énergie, c'est tout le point, on n'a pas l'énergie. Donc, ce n'est pas un point technique, fondamentalement, pour le physicien, ce n'est pas un point technique, c'est un point énergétique. Alors, je me suis amusé ici à mettre sur un diagramme un tableau un peu indigeste, mais qui permet de placer des choses, différentes, comme on dit, sources d'énergie, qui sont des fois pas des sources, qui sont des fois des piles ou des batteries, nucléaires ou chimiques, et puis ce qu'on appelle l'énergie spécifique, l'énergie par kilogramme de transformation de telle chose. Alors, si on transforme, par exemple, du bois, eh bien, ça produit, le bois, il est où? Il a 16 millions de joules par kilo de bois. Voilà, c'est ça que ça vous dit. Et le bois, c'est moins bien que l'essence, où c'est 47 millions de joules par kilogramme d'essence. Donc les voitures à essence, c'est mieux. Enfin, la densité, il y a besoin de moins d'essence en kilogrammes pour avoir la même énergie que si on mettait des voitures au bois. Ça existait, hein, les voitures au bois. Enfin, c'est pas au bois, mais comment ça s'appelait ces trucs-là? Le gazogène, voilà, c'était pas au bois. Mais... Bref, au final, on a ici pour la chimie des ordres de grandeur qui sont assez voisins, quelques dizaines de millions de joules par kilogramme, et puis les batteries, les machins, tout ça c'est minable. Le nucléaire, d'un coup, on fait un grand saut, parce que là on gagne un facteur 1 million. Dans l'énergie nucléaire, rappelez-vous, une arme nucléaire comme les funestes bombes d'Hiroshima et Nagasaki, les énergies dégagées, c'était 15 kilotonnes de TNT, ça veut dire 15 000 tonnes de TNT, 15 millions de kilogrammes de TNT. La TNT, c'est de la chimie. Donc 15 millions de kilogrammes de chimie dans une arme nucléaire dont le cœur central faisait pas 15 kilogrammes, mais 50 kilogrammes. Vous voyez, si c'était 15 kilogrammes, il y avait vraiment un rapport 1 million. 50, c'est plutôt 300, 400 000. Mais l'ordre de grandeur, 1 million. Voilà la densité énergétique du nucléaire versus la chimie. C'est pour ça que le nucléaire est intéressant. Avec autant de matière transformée, on a 1 million de fois plus d'énergie récupérable. C'est ça son intérêt majeur. Après, quelques déchets, etc. Il a fait des armes, enfin... Il y a quelques problèmes, mais du point de vue de l'énergie, son intérêt majeur, il est là. Et après, il faut regarder toujours l'ensemble, évidemment. Donc, on peut regarder l'énergie nucléaire fission, fusion, un petit peu plus, et on peut regarder la réaction matière-antimatière, où là, presque l'intégralité, 60% de l'énergie récupérable. Et puis, je me suis amusé à mettre le sabre laser en watts par kilo. On a trouvé il y a quelques secondes, donc c'est quelques milliards de joules d'énergie stockée dans un truc qui fait 1 kilo. Donc voilà, le sabre laser de Star Wars, ils sont là. La machine d'Octavius, la machine d'Octavius, elle est un peu mieux, parce qu'elle est très compacte en fait. Elle est un peu mieux que la fusion nucléaire telle qu'on saurait la faire si un jour on sait la faire, contrôler. Le Venture Star, il est au-dessus. Alors, je n'ai pas chiffré ici pour pas passer trop de temps, mais on peut aussi chiffrer l'étoile de la mort. L'étoile de la mort, elle est au-dessus de la fusion matière-antimatière. Donc là, elle est en dehors de la physique. Quand on voit la détruire une planète avec son faisceau, là, ça, on peut chiffrer l'énergie qui est nécessaire pour faire ça et rapporter à la taille, donc c'est une estimation de la masse de l'étoile de la mort, on est au-delà. Donc on a, dans la science-fiction, des trucs qui sont dans le cadre du plausible, quand il parle d'énergie nucléaire, typiquement. Le sabre laser, c'est intermédiaire entre les deux, mais c'est pas facile à faire parce que ça reste quand même très compact. Et puis l'étoile de la mort, c'est en dehors des clous. Donc ça permet de voir que la science-fiction, c'est pas
de ce point de vue-là, ne dit pas complètement n'importe quoi, mais voilà. Alors, cette question d'énergie, on peut se dire, mais est-ce qu'on aura un jour l'énergie de faire ça? Alors, sur ce diagramme est représentée la consommation d'énergie de l'humanité en fonction de l'année, de 1800 jusqu'à maintenant. Alors, il y a longtemps, c'est des estimations. Maintenant, évidemment, c'est des valeurs modernes, selon différentes sources d'énergie. La biomasse, le charbon, enfin, c'est quoi ça? C'est le charbon, le pétrole, le gaz, le nucléaire. Le nucléaire, c'est le violet, l'hydroélectricité, puis les petits trucs là qui arrivent, hein, ça augmente considérablement, mais qui restent quand même un peu mieux que l'épaisseur du trait quand même, mais qui restent comme marginaux, le solaire et l'éolien. Et verticalement, c'est la consommation mondiale d'énergie. Alors, je l'ai indiqué dans une unité qui est un peu bizarre, le terawatt an. 1 terawatt pendant un an, c'est comme le kilowattheure, 1000 wattheures, 1 watt pendant une heure. Donc, terawatt an, ça permet de se dire, si je consomme 1 terawatt an en un an, bah, ma puissance est 1 terawatt, 1000 milliards de watts. Donc là, l'humanité, elle consomme à peu près 20 terawatts par an. Donc sa puissance, c'est 20 terawatts. 80%, c'est des sources fossiles. 80%, c'est encore des sources fossiles, dont il faudrait se passer intégralement. On consomme à peu près 32 fois plus depuis 2 siècles, enfin un peu plus de 2 siècles, parce qu'il y a plus d'humains et que les humains consomment en moyenne, avec des disparités très considérables, ils consomment en moyenne 4 fois plus d'énergie. Mais il y a des disparités énormes entre les humains qui ont la plus grande disponibilité énergétique et les humains qui en ont le moins. Pour une idée, il y a un facteur 500 entre un habitant du Burundi et un Qatari, en termes de disponibilité énergétique. Un facteur 500. Entre les Français et les Américains, c'est un facteur qui est de l'ordre de 2. Donc ça veut pas, les Américains ne vivent pas nettement mieux. Simplement, ils sont dispendieux en énergie, ils peuvent avoir des machines moins efficaces et plus dispendieux, plus gaspilleurs d'une certaine façon. Et c'est pas qu'en France, on ne soit pas gaspilleurs non plus. Donc la puissance, je l'ai dit, c'était 20 terawatts, ça fait 2500 watts par humain. Donc en moyenne, il y a 25 humains par humain. C'est pour vous dire que tout ce qu'on fait, ça nécessiterait 25 fois la population de l'humanité. Enfin, pour qu'une population humaine actuelle, 8 milliards d'humains vivent, il faudrait 25 fois 8 milliards d'humains qui bossent à pédaler pour faire tourner tel que ça tourne actuellement. Vous voyez, c'est ça ce qui vous donne une idée de l'énormité des machines qui nous permettent de faire plein de choses. Et encore une fois, cette puissance moyenne recouvre des disparités considérables. Je vous disais, les humains les plus dispendieux sont à 25 kW et les moins sont à 50 watts. Donc il y a un effort, il y a un écart énorme, un écart énorme de machines. Parce que par humain, on a 100 watts par humain. Chacun a sa puissance musculaire disponible, typiquement entre 80 et 100 watts. Alors, quelle source d'énergie on peut estimer à long terme? Donc, je disais oui, en montrant ça, 80% sont des fossiles, et ces fossiles ont 2 problèmes. Le 1, ils s'épuiseront, c'est un stock. Donc, on sait que cette courbe-là, elle a monté beaucoup. Vous voyez pourquoi on a monté si vite? Parce que tous ces machins gris, marron et bleu foncé, là, c'est les fossiles qui sont arrivés. Sinon, on serait aglandouillé à ce niveau-là avec... si on n'avait eu que ça. Imaginons que les fossiles, ça n'existe pas. Peut-être on aurait trouvé l'énergie nucléaire, l'éolien, on aurait continué à faire du solaire, des machins, on serait sans doute moins élevé que ça. Donc les fossiles nous ont permis cette puissance considérable. Donc c'est une énergie de stock qui a vocation à s'épuiser, d'une part. Donc un jour, il n'y en aura plus du tout, ça c'est certain. Et le rapport entre notre consommation de pétrole, gaz, charbon et les stocks estimés, c'est à peu près 50 ans. Enfin 50 ans pour le pétrole, le gaz et le nucléaire, et à peu près 100 ans pour le charbon. Donc ces trucs-là s'épuiseront, et de toute façon, il faudrait s'en passer très vite. Idéalement demain, je dis bien idéalement demain, pour que 0% d'émissions de gaz à effet de serre dues à l'usage de ces fossiles. Donc il faut, non seulement ils s'épuiseront, ça c'est certain, mais en plus il faudrait s'en passer plus vite que leur épuisement, et en laisser sous terre. Vous voyez, il y a la boîte à bonbons sous le sol, et on la laisse dedans. On dit non, on est sérieux, on ne touche pas. On les laisse dedans. Et donc, ces fossiles, ce n'est pas eux qui vont nourrir une croissance comme ça incroyable. Là, c'est à peu près de 1,8% par an. 1,8% par an pendant un siècle, les facteurs qui nous manquent, là, on les a, on est easy, quoi. Si on savait maintenir 1,8% de hausse de consommation d'énergie de l'humanité pendant un siècle, on a l'énergie nécessaire. Le vol dont je parlais tout à l'heure, ça devient 1% du budget énergétique de l'humanité dans un siècle avec une croissance 1,8% par an. Mais le problème, c'est que cette croissance, elle n'est pas du tout assurée. Pas du tout assurée, et elle n'est même pas du tout souhaitable. Parce qu'incidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fossiles, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils émettent du CO2 et des gaz à effet de serre en général, pour leur extraction, le méthane ou d'autres, quand on extrait du gaz naturel et qu'il y a des fuites, par exemple, ou dans l'agriculture, les bovins, etc. Bref, il y a des gaz à effet de serre en général, du CO2 en particulier, qui s'accumulent dans l'atmosphère, et donc il faut
se passer, j'ai perdu le fil, il faut se passer de ces combustibles fossiles. Imaginons que d'instantanément, on soit capable de remplacer tous ces combustibles fossiles par un équivalent énergétique d'un autre truc propre, quoi que ça veut dire, mais qui n'émet pas de gaz à effet de serre. D'accord ? Donc le 80% qui est là, demain, boum, c'est plus du pétrole et du gaz et du charbon qui le fournit, c'est un autre truc magique, on ne sait pas d'où ça vient et c'est ça. Donc on a la même puissance, mais avec zéro CO2. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, la puissance, c'est la vitesse de l'énergie, donc c'est la vitesse des transformations. Donc l'humanité continuera à transformer son monde. Et en continuant à transformer le monde, elle va en provoquer des choses intéressantes, mais aussi des catastrophes, des choses qui vont détruire le monde. Artificialiser le monde, abîmer la biodiversité, foutre la merde d'une façon ou d'une autre, parce que dans toute cette énergie qu'on utilise, il y a une partie de déchets énergétiques sous forme de chaleur, et il y aura de la matière qui sera sous forme de déchets de matière, qui va s'accumuler. Je ne sais pas, les plastiques par exemple. Et donc, si on a beaucoup d'énergie et de puissance, même propre au sens, ça n'émet pas de gaz à effet de serre, cette énorme quantité d'énergie et cette puissance associée fera qu'on va faire tellement de transformations qu'on aura d'autres problèmes d'une autre nature. Quand à Paris, il y avait 1 million de chevaux qui déplaçaient les gens et plein de trucs, il y avait des mégatonnes de merde quotidiennes. Il fallait les prendre et les mettre à l'extérieur de Paris. C'était réutilisé, c'était mis dans les champs, mais il y avait ça qui était dans Paris. Et c'était une nuisance. Et quand les premières voitures sont arrivées, c'était génial. Finalement, il n'y avait plus la nuisance de la merde. Bon, il y avait un peu de CO2, puis des fois, ça écrasait des gens, parce que les gens étaient habitués à marcher tranquille dans la rue. Je sais pas si vous avez vu des vieux films de Paris en 1905 ou 1910, c'est assez étonnant. Il n'y a pas une bagnole, enfin, il y a un ou deux trucs, et tout le monde divague. Il y a les carrioles qui sont la place de l'Étoile, la place de la Concorde, ça traverse comme ça, enfin, c'est carnaval. Par rapport à maintenant, les piétons, ils rasent les murs, quoi, dans Paris. Donc, on aurait des conséquences qui seront d'un autre ordre, mais qui seront de la même ampleur, différentes, parce que ce n'est pas la même énergie, la même source, mais de la même ampleur, parce qu'on aura la même quantité, la même puissance qui sera mise en jeu. Alors, quelle source à long terme d'énergie ? Donc là, c'est le Soleil. Alors, une fois, la Terre, j'ai mis la Terre ici comme un point bleu à l'échelle du Soleil. Donc, vous voyez, la Terre, c'est pas gros. On prend la Terre, on la jette dans le Soleil. Il ne s'est rien passé. Enfin, pour le Soleil, en tout cas. Le Soleil, il rayonne beaucoup de watts. En 1,5 millionième de seconde, il rayonne autant d'énergie que l'humanité en consomme en une année. Donc 1,5 millionième de seconde de tout le Soleil, c'est l'humanité pendant un an. Alors nous, on n'a pas tout le Soleil, on a la lumière qui nous arrive. Et en une heure, la face éclairée de la Terre reçoit autant d'énergie que l'humanité en un an. Donc on se dit, si on arrive à se brancher sur le Soleil, ça va être bonnard. Sauf qu'on voit bien que ce n'est pas si facile. Les panneaux solaires, bon, l'agriculture, c'est ça. L'agriculture, c'est l'utilisation du soleil. C'est la photosynthèse qui bosse pour nous. Mais se brancher sur le soleil, ça pourrait être, donc je le disais, voilà, 1,5% de croissance pendant 2000 ans, on sature le soleil. C'est-à-dire, là, c'est 1,8% par an de croissance d'énergie depuis les 20 ou 30 dernières années. Si on poursuit ça pendant 2000 ans, on a autant d'énergie que l'intégralité du soleil. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y aura un problème, quoi. Le soleil, c'est beaucoup, c'est gros. Et nous, on n'est que la Terre, on n'est que les humains. Donc il faudrait pouvoir se brancher sur le soleil, c'est ce qu'essaient de faire tous les gens qui travaillent dans le système, dans le solaire photovoltaïque. Ça croît à une vitesse incroyable, le solaire photovoltaïque, ça n'existait pas il y a 15 ans, et maintenant il y a des puissances considérables. La Chine a installé l'année dernière plus de panneaux solaires photovoltaïques que l'intégralité de ce qui est déjà installé en Europe. Donc tous les panneaux solaires d'Europe, la Chine, c'est son surplus de l'année dernière, c'est ce qu'elle a installé l'année dernière. Donc ça va vite, c'est pas mal par les Chinois, mais pas que. Et donc, bon, on verra, mais ça reste quand même, l'énergie solaire, c'est une source d'énergie électrique, qui est une fraction de l'électricité de l'ensemble des sources d'énergie, parce que le pétrole direct pour les voitures, c'est pas de l'électricité encore. Et donc, on parle d'un élément de l'électricité, qui est un élément de l'énergie, qui est un élément de tous les problèmes qu'on a, qui ne sont pas que d'ordre énergétique ou de pollution, enfin d'émissions de gaz à effet de serre, mais qui sont aussi d'ordre de pollution environnementale et d'ordre biodiversité, etc. Alors pour la conclusion, comme ça on est pile à l'heure à peu près, l'énergie, ça quantifie la capacité à faire les transformations de la matière. L'agent des transformations, c'est les interactions, les forces. La puissance, c'est le rythme, la vitesse de ces transformations. Et puis, dans la science-fiction, ils font des transformations énormes et rapides, beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance. Des fois, ça tombe à peu près comme on saurait faire, on sait le penser, mais ça reste souvent énorme. Soit énorme en quantité et puissance, soit des fois énorme en combien par kilogramme ou combien par centimètre cube, comme on l'a vu dans le sabre laser. Et ce qui nous manque, je l'ai dit, c'était une énorme quantité d'énergie et une gigantesque puissance. Et que le problème,
C'est que pour atteindre ce qu'on voit des choses extraordinaires de la SF, eh bien, il faudrait qu'on ait cette énorme énergie, cette énorme puissance, alors que si on veut passer le siècle prochain, il faut sans doute réduire notre puissance. Parce qu'on va devoir se passer de fossiles, en essayant de les remplacer par quelque chose, que de toute façon, ils s'épuiseront, et que, comme je le disais tout à l'heure, même si on avait une énergie propre, quoi que ça veuille dire, mettons sans gaz à effet de serre du tout, et qu'on a la même puissance, on ferait tellement de transformations que de toute façon, on aurait des effets environnementaux qui seront à l'aune de cette transformation, de cette quantité de transformation, d'une autre nature que les gaz à effet de serre, mais qui seraient quand même présents. Donc la solution n'est sans doute pas de conserver la même quantité d'énergie, la même puissance, c'est sans doute de la diminuer d'une façon ou d'une autre, de renoncer à certains objets, à une partie de notre puissance. C'est facile quand on est vieux de renoncer à sa puissance, on n'a pas le choix, parce qu'on vieillit, mais nous, en moyenne, les humains ne sont pas vieux, et il faudrait que l'humanité renonce volontairement à une partie de sa puissance pour essayer de passer le prochain siècle, en plus de se passer des fossiles. Bon, voilà comment on peut, vous voyez, par ce détour, par ces mondes imaginaires, et en réfléchissant aux impossibilités, entre guillemets, quand même, parce que ça reste des choses, si ce n'est difficiles, ou très difficiles, ou quasi impossibles à faire, ce que l'on voit dans la science-fiction, même qui sont plausibles, eh bien, en faisant ce détour, on peut parler de notre monde d'une autre façon, l'envisager d'une autre façon, et j'espère le comprendre d'un autre point de vue. C'est toute l'ambition de la SF. Merci de votre attention. Donc, si vous avez des questions, vous n'êtes pas trop démoralisés, mais vous êtes déjà un public de geeks, de gens qui savent des sciences, donc normalement tout va bien. Mais sinon, on discute tranquille et on va dormir. Une tisane et au lit. Ouais. Ouais. Quand on est en train de faire du solaire, voilà, avec la discontinuité... Pardon. Juste pour rappeler, le solaire, c'est une énergie qui est discontinue. Il y a une discontinuité naturelle qui est le fait que poser sur quelque chose, au bout d'un moment, il n'y a plus de soleil. Oui, ben c'est jour et nuit, quoi. C'est une énergie, une source intermittente. Source intermittente. Bien sûr. C'est comme tout à l'heure, je parlais des énergies de stock, au sens, il y en a un tas dans le sous-sol, on pioche dedans, c'est pas facile, mais on pioche dedans. Et il y a des énergies de flux, où là, la contrainte, c'est pas la quantité qui est disponible dans le sous-sol, c'est le rythme auquel elle nous arrive, et des fois, c'est zéro et on décide pas. Enfin, il fait jour, il fait nuit, on décide pas. Et donc, si on s'amusait à mettre des panneaux solaires en orbite héliosynchrone, histoire d'essayer d'avoir du soleil en permanence tout le temps. Alors ça, j'avais regardé un peu le détail de cette affaire. Donc, dans le principe, l'idée paraît plutôt pas mal. On se dit, tiens, je vais mettre des panneaux solaires en orbite héliosynchrone, ça veut dire qu'ils voient toujours le soleil, ils sont toujours éclairés, ils fonctionnent 24 heures sur 24 finalement. Et puis, il faut trouver le moyen de... Évidemment, il n'y a pas un câble qui va pendouiller du satellite. Hein, on est d'accord, c'est pas un câble. Il faut trouver un moyen de transférer ça, mais ça, c'est pas de l'ordre de l'impossible. Il faudrait convertir. Donc, les rayons lumineux sont absorbés par les panneaux solaires photovoltaïques. On convertit l'électricité en micro-ondes, c'est ça le meilleur moyen. On envoie un faisceau micro-ondes au sol, et finalement, on éclaire une station au sol. On l'éclaire avec des micro-ondes, au lieu qu'elle soit éclairée par le soleil, mais elle est éclairée par finalement un miroir. On pourrait dire aussi, tiens, on met un miroir. Et le miroir, on l'oriente pour que la lumière réfléchie du soleil, réfléchie par le miroir, éclaire toujours le truc, même quand il est dans la nuit. Ça revient un peu à ça, tu vois, ça revient un peu à ça, sauf que pour faire ça en pratique, on va plutôt convertir en micro-ondes, éclairer en bas, il récupère le micro-ondes et c'est reparti pour un tour. Donc il y a plein de conversions à faire, chaque fois il y a une perte. C'est typiquement les 3/4 perdus à chaque... Un quart est perdu, excuse-moi, à chaque transformation. Donc 3/4 fois 3/4 fois 3/4, parce qu'il y a une conversion, puis une autre. D'abord, il y a 20% de conversion de lumière en électricité, puis d'électricité en micro-ondes, 3/4, puis 3/4 dans l'autre sens, le courant électrique, puis arrive chez toi, et hop, t'es content. Donc on a déjà une efficacité qui va baisser. Et puis il y a le coût énergétique il faut fabriquer les panneaux, on l'a aussi sur Terre. Mais là, il faut les envoyer dans l'espace. Et la maintenance, c'est zéro. D'ailleurs, la navette spatiale n'existe plus et ça coûtait une méga blinde de faire de la maintenance. Ouais, mais donc, maintenant on est capable de mettre des touristes sur orbite. Alors à partir du moment où on met des touristes sur orbite, on doit pouvoir aller réparer des panneaux solaires qui font vivre l'humanité. C'est pas évident, parce que les touristes sur orbite, ça coûte une blinde aussi. C'est un peu grotesque d'ailleurs, c'est un peu scandaleux de faire ça. Enfin, ils n'ont pas honte, mais bon. Non, on ne sait pas réparer des choses en espace maintenant. On ne sait plus. Enfin, avec la navette, on l'a fait. Et ça a justifié le programme de la navette poste parce qu'ils ne savaient pas quoi en foutre et que ça coûtait une blinde. Donc autant les réparations du télescope spatial Hubble, le coût des réparations par des vols de navette, c'est égal à
la construction de 3 télescopes spatial Hubble. Donc au lieu de dire, bon, il est en panne, on a un peu merdé, ben, on en refait un, on lance, on en refait un nickel, on réfléchit bien. Et on le lance, on l'a réparé, et ben on pouvait en envoyer 3 pour le prix des réparations, et incluant le tiers des navettes. Donc réparer dans l'espace, ça coûte une blinde, c'est pas si facile, et puis là on parle pas de petits panneaux, parce que si c'est pour mettre 1 gigawatt dans l'espace, les Chinois ont installé pas loin de 100 gigawatts de panneaux solaires photovoltaïques au sol. Donc il ne s'agit pas d'installer 1 gigawatt, il faut installer des milliers de gigawatts. Bah, théoriquement, une 60aine de térawattheures. Ben, il faut beaucoup. De térawatts, pardon. Ouais, il faut beaucoup, une vingtaine de térawatts. Et quand tu vois que c'est 1000 watts par mètre carré, on va faire le calcul, hein, on va dire 10 térawatts. Pour faire simple, ce sera plus simple. 10 térawatts, ça fait 10 puissance 13 watts. Hors atmosphère, on peut capter sans problème 1000 watts par mètre carré. Eh bien, 10 puissance 13, ça fait 10 puissance 10 mètres carrés. 10 puissance 10 mètres carrés. Donc, ça fait un carré d'un côté de 10 puissance 5 mètres de côté. Donc, ça fait 10 km. Voilà. Donc, il y a. Non, mais on peut jouer avec. Non, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les nombres. Et évidemment, ça se dit, bah, ça pourrait marcher, quoi. Alors après, évidemment, il y a quelques questions techniques quand même. C'est le faisceau de micro-ondes, il fait quand même beaucoup de watts de micro-ondes qui traversent l'atmosphère, qui peuvent être en même partie déviés par les turbulences atmosphériques, les nuages, etc. Il ne faut pas passer dans le faisceau de micro-ondes. Les piafs, tout ça qui passe, non. Il faut viser le bon endroit, parce que si le camarade de Xi Jinping, il t'embête, il faut être confiant. Il faut imaginer que, je caricature, mais tu vas faire un petit coup sur le côté. Donc ça pose des tas de questions qui ne sont pas triviales et qui sont aussi d'ordre pratiquement géopolitique. Alors que tes panneaux solaires que tu installes chez toi, bon, ils sont chez toi, ils font chez personne. C'est des bonnes cibles si tu veux attaquer l'ennemi. Tu vises les grandes stations solaires photovoltaïques, elles sont faciles à viser. Comme tu peux viser d'ailleurs D'ailleurs, on le voit dans la guerre entre les Russes et les Ukrainiens, ils attaquent quoi, les centrales énergétiques. S'il n'y a pas d'énergie, tu fais plus rien. Tes trains ne tournent pas, t'amènent pas des trucs sur le front, etc., etc. Tu fabriques plus les choses, tu ne chauffes plus les gens, tu produis plus plein de trucs, de nourriture, tu convertis plus. Enfin, pas d'énergie, tu es dans la merde. Donc les modèles économiques qui font fi de facteurs énergie dans le facteur de production sont ridicules. Et ils le font tous. Donc l'énergie, c'est au cœur du truc. Alors on peut effectivement jouer avec ça. Je pense que les stations solaires orbitales, ça s'appelle les Solar Space Stations, les SSP. Les Solar Space Stations, c'est un peu survendu. Pour être généreux. Mais ça fait sens, on peut y penser. Et par contre, un truc plus à craindre dans le cas de comment dire ? Alors là, c'est pas de remplacer des énergies carbonées par des énergies décarbonées, type solaire dans l'espace. Ça serait pour atténuer le réchauffement climatique et qui se fera peut-être, parce que là, du coup, c'est pas très cher et il y en a qui pourraient tenter le coup, c'est carrément envoyer des particules de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Donc faire de la géo-ingénierie ou de la géo-ingénierie, c'est-à-dire de dire je vais mettre du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, ces particules-là auront 2 vertus. La 1, c'est qu'elles vont diffuser la lumière solaire, il y aura plus de lumière solaire renvoyée dans l'espace et qu'elles vont servir de centre de nucléation pour faire plus de nuages qui eux-mêmes vont réfléchir une partie de la lumière vers l'espace. Donc on va limiter la quantité de lumière qui arrive au sol par injection de particules dans notre atmosphère. Ça s'est vérifié expérimentalement une fois que ça marche très bien. En 92, l'éruption du Pinatubo aux Philippines a mis dans l'atmosphère une quantité très considérable de gaz et de poussière qui ont mis 2 fois le tour de la Terre. En 2 ans, ils ont fait 2-3 fois le tour de la Terre. Et la température moyenne de la Terre a baissé d'1 demi-degré dans les 2 années qui ont suivi. Et il y avait beaucoup de particules de dioxyde de soufre et d'aérosols en général, mais notamment de dioxyde de soufre. Autre indication intéressante, depuis qu'il y a des mesures anti-pollution qui sont prises, notamment dans les navires, pour les navires, et puis pour toutes les centrales à charbon qui ferment ou qui ont obligation de capter le CO2, le SO2, pas le CO2, le SO2 qui sort pour limiter l'émission de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Ça limite les pluies acides. Les pluies acides, pour les plus anciens, vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose, les pluies acides, on avait ça dans les années 80. À cause de ça, c'était les émissions. Le SO2, dioxyde de soufre et l'eau, ça fait de l'acide sulfurique, d'où les pluies acides. Et donc, la diminution, l'amélioration de la qualité de l'air, au sens moins de SO2, parce que quand vous respirez du SO2, vous avez compris que c'est pas bon non plus, quoi. Vos poumons, c'est plein d'eau, donc ça veut dire vous respirez du SO2, il y a plein d'acide sulfurique, je caricature vite, mais il y a plein de trucs pas cool qui vont dans vos poumons. Donc l'amélioration de la qualité de l'air en diminuant les émissions de SO2 humaines, qui ont diminué très considérablement, est le moteur essentiel de l'accélération de la hausse de la température moyenne de la Terre depuis 5 ou 6 ans. Voilà. Donc nettoyer l'atmosphère pour qu'elle soit plus respirable pour les humains a eu pour conséquence d'enlever la chose qui masquait pour partie par ses effets qu'on appelle refroidissants, au sens
ça limite ça renvoie plus de lumière vers l'extérieur quand il y a du SO2 dans l'atmosphère que quand il n'y en a pas. Eh bien, cet effet refroidissant qui masquait l'effet réel du réchauffement climatique a disparu, ou essentiellement disparu, ou a été, disons, diminué. Et le résultat, c'est que ça augmente. En plus, on était dans une période El Niño. Ça a augmenté. Le réchauffement plus intense des dernières années est dû, on le pense, à ça. Donc, tu vois, le plot. Et ça, par contre, c'est tout à fait possible. Je m'appelle Elon Musk, j'ai des fusées et du pognon, j'achète une mine de soufre, je mets dans mes fusées, j'envoie, poum, je fais péter ça. Pas besoin de fusées sophistiquées, en plus, celles qu'il a sont infiniment sophistiquées. Je fais péter ça dans l'autre atmosphère, vers 40 km, j'en mets plein, et je pars d'un endroit qui est chez moi, et je le fais, et basta. Et c'est fait. Et d'ailleurs, une entreprise privée qui s'appelle Making Sunset, parce que ça fera des couchers de soleil rouge, ça va être vachement bien. Et ben ils ont fait le coup, ils ont tenté, ils ont dit bah nous on peut le faire, on sait le faire. D'ailleurs vous pouvez nous donner de l'argent et on va le faire. Et donc ça c'est plus inquiétant. Parce que là le géo-ingénierie, tu mets en évidence le fait qu'on risquerait d'avoir des pluies acides derrière. Si on se met en très haute atmosphère, on n'a pas des chances d'avoir, disons en tout cas moins de probabilité que ça retombe. Ben, ça finira par retomber de toute façon, comme a fait pour les poussières du Pinatubo, qui sont montées à 35 km d'altitude, ou quelque chose comme ça, 35, vraiment très très haut dans l'atmosphère. Ça finira par retomber de toute façon, c'est des poussières, c'est de la matière solide, hein, c'est pas un gaz, ça va finir par retomber, un peu lentement, mais ça finira par retomber. Et ce serait aussi, ça peut être comme noyau de nucléation, ça retombe avec la goutte de pluie. Et le problème, c'est que tu es obligé de le mettre tout le temps. Tu es obligé de le mettre tout le temps, parce que dès que tu arrêtes d'en mettre, c'est fini. Eh ben, tu masques plus, puis tu pourrais dire, puisqu'on a, on a le parapluie, entre guillemets, on a le machin qui va nous aider, continuons à consommer du pétrole comme avant, tout va bien, braves gens, dormez, braves gens. Et puis le jour où tu arrêtes de le mettre, eh bien, comme là, on a limité les émissions de dioxyde de soufre par des normes environnementales plus strictes. Et le résultat, c'est que ça a arrêté de masquer le réchauffement réel par les émissions de carbone déjà dans l'atmosphère. Alors, en reprenant maintenant plus la SF, vu qu'on a toujours besoin d'énergie, quand est-ce qu'on commence à construire une sphère de Dyson ? Bah oui, mais alors ça, la sphère de Dyson, c'est l'idée qu'on pourrait récupérer l'intégralité de l'énergie d'une étoile en mettant une immense sphère autour de cette étoile. Vous voyez la taille de la sphère, ça veut dire le rayon de l'orbite de la Terre, typiquement, ou un peu plus. Et puis qui récupère toute la lumière du Soleil, on bricole et hop, là, on a plein de watts. Là, pour le coup, on a pratiquement tous les watts du Soleil, au facteur de conversion près. Donc, une sphère de Dyson, justement, ça a été proposé par un physicien qui s'appelle Freeman Dyson. Il proposait ça en disant si on cherche une civilisation particulièrement développée, plutôt que d'écouter avec les programmes SETI en ondes radio, on ferait mieux de regarder en infrarouge. Parce que les vraiment développés, ça veut dire qu'ils ont une puissance considérable, et la puissance la plus considérable qu'ils peuvent avoir dans leur coin d'univers, c'est l'intégralité de leur étoile, une fraction de leur étoile. Et si l'étoile est masquée pour partie, c'est-à-dire qu'on va avoir des éclipses régulières, il y a une grosse structure qui tourne et qui masque l'étoile, donc on doit avoir des variations, alors ça peut être par la planète, et ça, on le fait, c'est comme ça qu'on détecte des exoplanètes, par éclipse, petite occultation plutôt que éclipse, des occultations. On voit baisser la luminosité, puis elle remonte, ça permet de déterminer les paramètres orbitaux. Mais il pourrait y avoir aussi une énorme structure qui tourne autour de l'étoile, et puis quand elle passe devant, par chance, tac, on voit baisser, on dit « Oh, les mecs, ils ont un morceau de sphère de Dyson en construction. » Ou alors, si c'est complet, ce truc-là va pour partie chauffer, parce qu'il va convertir l'énergie, la lumière qui reçoit du Soleil, il ne va pas la convertir à 100%, il va donc s'échauffer un petit peu et il va rayonner dans l'infrarouge. Et donc, si vous regardez une source ponctuelle en infrarouge à une température qui est quelques centaines de Kelvin, eh bien, donc typiquement 300-400 Celsius, eh bien, vous vous trouvez, vous dites « Ah, mais peut-être c'est une super civilisation. » Il faisait ça pas tout à fait comme une plaisanterie, mais dans l'idée que voilà, si on cherchait vraiment une super civilisation, au sens qu'il y a des civilisations qui disposent d'une puissance très très considérable par rapport à nous, eh bien, il faut chercher dans une voie où ils vont appliquer leurs compétences techniques, parce qu'ils vont peut-être pas discuter en ondes radio, ils ont peut-être d'autres moyens plus malins de discuter. Parce que récemment, on a découvert à peu près une 60aine d'étoiles dans notre galaxie qui ont une valeur d'émission en infrarouge qui est totalement disproportionnée par rapport il y a même eu une époque où les gens disaient « Ah oui, il y a une étoile où ça s'éclipse, ça revient, et puis on comprend rien, etc. » Alors pour celle-ci, ça a été réglé. C'est l'étoile de... Comment elle s'appelle, du nom de l'astrophysicienne qui l'avait... j'ai oublié son nom. C'était du surnom en fait, de l'astrophysicienne qui l'avait découverte. Et on s'est rendu compte en fait que c'était simplement une étoile avec un environnement de disques de poussière qui était bien plus intense qu'on s'attendait pour une étoile de cet âge-là, enfin de ce niveau d'évolution-là, au sens de cet âge-là. Donc il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas. Comme on n'est pas sur place et
pas facile de vérifier. Et après, évidemment, on a le droit de faire des hypothèses marrantes, mais il faut réaliser qu'elles sont marrantes, mais elles sont sans doute un peu folles. Mais voilà, il y a toujours, ça revient de temps en temps. On se dit, ah oui, non mais quand même, là, ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Bon, l'hypothèse la plus courante, la plus simple, c'est qu'on ne comprend rien à ce qui s'y passe et qu'il doit y avoir un truc qui explique. Et typiquement, ça peut être des poussières, quelque chose qui absorbe la lumière, qui est chauffé et qui la rayonne dans une autre longueur d'onde, et qui est typiquement en infrarouge. Et donc, il faut simplement essayer de voir si on arrive à voir cette absorption ou cette source matérielle qu'on ne voit pas en lumière visible, mais qu'on voit fort en lumière infrarouge. Oui. Juste non, une question. Pourquoi la SF, elle s'est jamais préoccupée d'une énergie énorme? On pense toujours au Soleil, d'ailleurs, mais on ne pense jamais à l'intérieur de la Terre. Alors, parce que les volcans, tout ça. Oui, il y en a pas mal. Alors, s'il y a eu des choses, il y a eu des choses avec les volcans. Dans Yoko Tsuno, par exemple, les Vinéens, ils utilisent l'énergie thermique de la lave et tout ça. Ils sont des usines où c'est de la lave qui coule dedans, quoi. Bon, je ne sais pas comment ils font, parce qu'il ne faut pas que ça fonde, enfin, c'est compliqué, mais ils utilisent l'énergie qui vient des volcans. Alors, l'énergie thermique de la Terre, c'est pas mal, mais c'est pas non plus si délirant. Ça veut dire que la puissance qui remonte des entrailles de la Terre sur l'ensemble de la surface de la Terre, c'est 43 térawatts. C'est 2 fois la puissance de l'humanité. C'est pas négligeable, mais tu vois, c'est sur l'ensemble, y compris les océans. Donc, juste les continents, ça fait déjà moins. C'est une énergie très diffuse. Il y a un gros volume de terre, il y a potentiellement beaucoup d'énergie. D'abord parce que la Terre s'est formée chaude et met du temps à se refroidir parce que c'est un gros corps par rapport à la Lune, par exemple, qui s'est refroidie beaucoup plus vite, qui est solide jusqu'au cœur, parce qu'elle est beaucoup plus petite, elle se refroidit plus vite, c'est juste un effet d'échelle. Et le deuxième chose, c'est que la Terre aussi, elle a la moitié de la puissance de la puissance thermique qui vient des entrailles de la Terre, c'est dû aux désintégrations radioactives de l'uranium. La moitié. Donc c'est plus tellement la chaleur résiduelle, parce que si la Terre s'est formée chaude, comme un Buffon avait fait ça, il avait fait des manips, Buffon, il avait une fonderie, des forges dans le Morvan. Dans le Morvan, parce qu'il y a du bois dans le Morvan. On fait des forges là où il y a du bois. Et puis on amène le métal s'il en faut. Donc il avait des forges dans le Morvan. Et Buffon, il se posait la question de l'ancienneté de l'âge de la Terre. Comme quel âge a la Terre? Et une façon qu'il a eu d'estimer, c'est une très jolie idée, mais qui est complètement pas fonctionnelle, qui a échoué totalement, mais c'est une très belle idée. C'est la première modélisation de la représentation par un modèle pratique d'un système comme la Terre. Il dit, la Terre s'est formée chaude, ça c'est l'hypothèse de la nébuleuse primitive de Laplace. Les gens y croyaient assez, c'est plutôt vrai. Il y a eu un nuage de gaz, il s'est aggloméré et poup, ça fait la Terre et le Soleil. Bon, ils ne connaissaient pas tous les détails, mais en gros, c'est ça l'histoire. Et donc la Terre s'est formée chaude et donc elle s'est refroidie au fil du temps. Parce qu'elle n'a pas de source d'énergie interne, à part se refroidir. Et donc, mesurer sa température maintenant, si on connaît sa température au début, ça donne une idée de la durée. Si je connais la vitesse de refroidissement. Et pour estimer cette vitesse de refroidissement, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des boules. Il a fait fondre dans ses forges des boulets de différentes tailles. Il les a fait chauffer à la même température. Alors, repéré par les gars qui savaient faire à l'époque, ils regardent, oui, c'est rouge comme ça, c'est bon. Si c'est un peu plus rouge foncé ou un peu moins rouge foncé, hop, c'est un peu plus chaud. Quand c'est un peu moins rouge foncé, un peu plus froid. Quand c'est un peu plus rouge foncé. Ils estimaient les températures à l'œil, par la couleur qui était là, s'il fallait travailler le métal dans telle et telle condition. Donc il les a fait chauffer à la même température, différentes tailles de boulets, et la chronométrie, combien de temps il fallait pour qu'ils arrivent à une température mesurable, à une température où on peut les toucher. Et il a fait ça pour différents boulets. Il en a déduit la loi d'échelle de refroidissement en fonction de la taille, et il a extrapolé la taille de la Terre. Il a trouvé une durée qui était carnaval, quoi, qui n'est pas du tout assez longue, quelques dizaines de milliers d'années, qui n'était pas du tout assez longue. Mais voilà, donc cette idée-là que la Terre se refroidit, ça montre que d'abord la Lune, elle est froide pour ça, parce qu'elle n'a pas de source interne d'énergie d'une part, et d'autre part, elle est petite, donc elle se refroidit plus vite. Les petits corps se refroidissent plus vite que les gros corps. Hein. Les petits corps de gamins, ils ont plus vite les grands corps, les grands baraquets. Ben, vous avez juste parce que vous avez un rapport surface sur volume adulte qui est plus favorable que les enfants. Hein, quand on peut faire ça par exemple avec une sphère, c'est facile. Une sphère, sa surface, c'est comme le carré du rayon, et le volume, c'est comme le cube du rayon. L'énergie du corps ou de la machine thermique, elle est produite dans le volume, donc l'énergie produite, elle varie comme le cube du rayon, alors que la perte de chaleur, c'est par la surface, elle varie comme le carré du rayon. Donc quand on est 2 fois plus gros en diamètre, quand on a une sphère 2 fois plus grande, elle va produire 8 fois plus d'énergie
qu'elle ne perdra que 4 fois plus rapidement. Et donc, elle va perdre 2 fois moins rapidement au bilan. L'énergie perdue par unité de volume sera 2 fois moins grande pour une sphère de 2 mètres que pour une sphère de 1 mètre. Et les enfants qui font 50 cm et les baraquets ici qui font 2 mètres, eh bien, il y a un facteur 4 dans la taille, et les enfants se refroidissent à peu près 4 fois plus vite que les adultes. C'est pour ça que les nourrissons, quand on leur fait un bain, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'échange thermique avec l'extérieur, on les met la température de l'eau à la température interne. Comme ça, comme il n'y a pas de différence de température, bah, du coup, il n'y a pas d'échange thermique. Mais les échanges thermiques, quand on est en général plus chaud que l'extérieur, ils se font vers l'extérieur. Et bien, si le gamin, on le met dans un bain que vous trouveriez supportable parce qu'il est à 28 ou 30 degrés, le gamin, il va avoir froid rapidement. Et si le bain est à 45, vous vous dites, ouais, c'est bon, là, vraiment, c'est bonnard, quoi. Et bien, le gamin, il va cuire, quoi. Enfin, il va cuire. Il va chauffer, quoi. Plus rapidement que vous. Il aura une sensation de chaud intense, très pénible, beaucoup plus rapidement que vous parce que vous êtes juste plus grand. Et donc, pour la Terre, elle ne s'est pas encore refroidie. Il y a encore un flux qui vient de cette origine, il y a 4,5 milliards d'années. Mais ça n'est que la moitié, un peu moins de la moitié du flux thermique qui vient des entrailles. Il y a aussi le flux de désintégration des noyaux radioactifs qu'on peut mesurer parce que maintenant, on sait détecter ce qu'on appelle les géoneutrinos, les neutrinos d'origine terrestre, et les neutrinos solaires qui viennent des réactions qui se déroulent au cœur du Soleil. Les géoneutrinos, ils viennent du cœur de la Terre. On sait les détecter par les détecteurs de neutrinos qui servent pour le Soleil, mais un détecteur de neutrinos, les neutrinos solaires, ils traversent la Terre complètement. Donc on mesure les neutrinos, et puis on voit, et ça fait ça. Alors ça fait ça quand il y a la Terre et le Soleil, quand le Soleil est de l'autre côté de la Terre, et il y a la Terre en plus, et c'est minimum quand il y a le Soleil d'un côté et la Terre, quand on regarde par direction, on dit bien que le Soleil, il n'y a pas la Terre. On arrive comme ça à mesurer les flux des géoneutrinos. Et ces flux de géoneutrinos portent témoignage du rythme des désintégrations, et le rythme des intégrations porte témoignage de la puissance en watts qui est produite. C'est comme ça qu'on a une idée de la puissance en watts produite par les réactions nucléaires dans la Terre, les réactions de fission. Et c'est la moitié. Donc on a encore du temps, la Terre va se refroidir petit à petit, inexorablement, mais ça va prendre encore quelques milliards d'années. C'est une énergie très diffuse. Si tu récupérais l'intégralité du flux géothermique à la surface d'un stade de foot, ça fait à peu près 700 watts. Donc tu vois, tu t'éclaires pas le stade en pleine nuit pour que les gars y jouent, quoi. Donc c'est pas beaucoup. Mais il y a des endroits particuliers, comme en Islande, où ils sont littéralement le cul sur un volcan, bah là c'est bon là. Et en dessous il fait chaud, et là tu peux faire des trucs. Et c'est le seul endroit en Islande, pratiquement pas le seul, mais où ils ont une électricité qui est massivement d'origine décarbonée pour 2 raisons, beaucoup d'hydroélectricité et de géothermie. 20% de géothermie, d'électricité géothermique. C'est rarissime l'électricité géothermique. D'habitude, la géothermie, c'est juste pour la chaleur. Donc il y a quelques endroits au monde où on fait de l'électricité géothermique. Parce que la différence de température est suffisante à des profondeurs raisonnables, quoi. Donc oui, la géothermie, c'est pas mal, mais voilà, c'est particulier, quoi. C'est dans des coins particuliers. Une petite question, d'où vient l'uranium là, au cœur de la Terre? Il vient d'où cet uranium? Il vient, comme tous les métaux, comme tout ce qui constitue la Terre, il vient de la nébuleuse primitive, comme disait Laplace, du nuage de gaz interstellaire qui a formé le Soleil, puis le système solaire, et tous les matériaux, tous les atomes qui nous constituent, mais c'est pas que l'uranium de la Terre, c'est aussi le carbone de votre corps, etc., l'oxygène, l'azote, tout ça. Tous ces matériaux étaient forgés au cœur des étoiles qui ont explosé, tous sans exception. Alors jusqu'au fer. Et au-delà du fer, c'est d'autres processus, notamment dans ce qu'on appelle nucléosynthèse explosive, dans l'enveloppe de l'étoile qui a explosé, quand elle est balayée par l'onde de choc, et puis dans d'autres situations, des fusions d'étoiles à neutrons et des choses comme ça, qui produisent pour l'or, par exemple. Alors pour l'uranium, il faudrait regarder exactement d'où il vient, mais ça vient de processus de nucléosynthèse dans les étoiles, et c'est pas suffisant que ça se fasse dans les étoiles. Dans le Soleil, il y a de la nucléosynthèse, mais le Soleil n'explosera pas. Donc tous les noyaux forgés au cœur du Soleil, ça va aller jusqu'au carbone, azote, oxygène, à peu près pour le Soleil, qui n'est pas une grosse étoile, vont rester dans le Soleil. Oui. Et dans le cadavre du Soleil. Et donc il faut une étoile qui explose. Donc les supernovas, toute la matière tous les atomes qui nous constituent, sans exception, sont passés au cœur d'une étoile qui a explosé. Oui, mais elle est où l'étoile qui a explosé? Elle n'est plus là. Elle a explosé. Et ça a glandouillé. Notre galaxie est là depuis 10 milliards d'années, la Terre depuis 4,5 milliards d'années. Donc oui, il y a eu du temps pour que des étoiles explosent, ensemencent, répandent des nouveaux éléments dans notre galaxie. Ça glande. Le Soleil met un tour en 250 millions d'années. Et donc tout ça laisse du temps pour qu'il se passe des trucs. Et à la fin, c'est assez incroyable, mais il y a des gus dans des salles qui disent « Ouais, c'est cool. » C'est un peu curieux, mais il n'y a pas besoin de grand horloger pour toute cette affaire. Il faut juste du temps. Et puis, ça vient
Voilà, exactement. Ça vient de l'ensemble des étoiles, du gaz qui a formé notre galaxie quand elle s'est formée. Il y avait du gaz et des étoiles. Ces étoiles, pour certaines d'entre elles, ont explosé, ont donné des nouveaux éléments qui n'étaient pas présents au début. Du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fer, de plein de trucs, de l'uranium. Et puis, ces éléments ont participé à la formation de nouvelles étoiles qui ont explosé pour certaines, mais pas toutes, qui ont nanani, nanani, nanana. Et puis, il y a eu des planètes. Et dans ces planètes qui arrivent, pour le cas de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, alors que notre galaxie a 10 milliards d'années. Donc, il y a eu 5 milliards ou 6 milliards d'années pendant lesquelles il s'est passé des trucs. Et la Terre a pu se former à partir de ces matériaux plus denses. Et il est sans doute possible que les planètes formées autour des premières étoiles n'aient pas la même composition que la Terre. Voilà. Et il y a d'ailleurs des étoiles, on le voit dans notre galaxie, qui n'ont pas la même composition que notre Soleil, qui sont parmi les premières étoiles formées. On le sait parce qu'elles ont moins d'éléments comme carbone, azote, oxygène. Une étoile dans la composition photosphérique de surface ne contient pas du tout de carbone, d'azote et d'oxygène, par exemple, parce qu'on le voit dans les raies spectrales. Cette étoile a été dans les premières formées, à une époque où le gaz qui lui a servi de formation pour se former ne contenait pas ces éléments, parce qu'avant ce gaz, avant que cette étoile se forme, il n'y en a pas eu d'autres avant qui ont pu ensemencer ce gaz en carbone, azote, oxygène. Donc c'est comme ça qu'on repart les étoiles les plus anciennes, celles qui sont les plus pauvres, ce que les astrophysiciens appellent en métaux, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas hydrogène, hélium, les deux gaz, les deux atomes principaux. Après, il y a les éléments légers, lithium, beryllium, bore, qui ont une histoire particulière, donc ceux-là on les met à part. Et après, il y a tout le reste, ça s'appelle les métaux. Vous voyez que l'astrophysique, c'est brutal. Pour les chimistes, c'est un peu brutal, mais c'est ça l'idée, quoi. Et donc, tout ce qui s'appelle métaux, donc tout ce qui n'est pas hydrogène, hélium et les trois éléments légers, lithium, beryllium, bore, tout ce reste-là, s'il n'y en a pas dans une étoile, c'est que l'étoile est très ancienne. Elle s'est formée il y a extraordinairement longtemps, à une époque où le gaz n'était pas enrichi par des générations d'étoiles qui ont pu fournir ces nouveaux éléments. Et ces étoiles très anciennes, et on en a dans d'autres galaxies, et parfois plutôt dans les amas globulaires, qui sont plus anciens, les étoiles des amas globulaires sont plus anciennes que les étoiles du disque principal. Et ces étoiles-là, elles sont intéressantes parce qu'elles portent témoignage de la composition de l'univers avant ou avec pas beaucoup d'étoiles déjà formées. Et donc, ça permet de se rendre compte qu'à ces époques anciennes, il y avait à peu près 3/4 d'hydrogène et 1/4 d'hélium en masse. Maintenant, il y a 72% d'hydrogène, 26% d'hélium et 2% de métaux. Autre chose, j'ai lu, moi, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'hydrogène atomique dans le sous-sol. Alors, c'est pas l'hydrogène atomique, parce que sur Terre, l'hydrogène, on le trouve surtout sur forme dihydrogène. Quand on appelle hydrogène, en fait, on pense à dihydrogène, la molécule H2, deux atomes d'hydrogène. L'hydrogène tout court, l'hydrogène atomique, on le trouve que dans le milieu interstellaire. On peut le fabriquer, casser la molécule d'hydrogène, mais spontanément, l'hydrogène, il reste pas tout seul à glander comme un atome, il s'assemble au minimum avec un autre atome d'hydrogène, sinon avec plein de trucs, ça fait du méthane, ça fait plein d'autres choses. Et donc, le dihydrogène, il en est produit naturellement. Il y a des sources naturelles de dihydrogène. Il y en a certains qui espèrent les exploiter. Elles sont assez diffuses et elles ne sont pas énormes. Donc, je ne connais pas bien le sujet, mais il y en a qui espèrent exploiter ça, mais ça va pas être l'ordre de grandeur sera pas le bon. Vous voyez, ces questions d'ordre de grandeur en physique, c'est très important. D'avoir une idée géniale, c'est bien, mais si l'idée géniale, elle résout 0,1% du problème, en fait, on s'en fout. Le problème, il fait 100%. Donc, il faut trouver les moyens des 99,9 qui restent. Et puis, ça vaut peut-être pas le coup de mettre de l'énergie du temps ou des efforts dans un truc qui est si petit. Donc, il faut trouver des choses qu'on peut mettre à l'échelle, disons, qu'on peut multiplier largement. Donc pour l'hydrogène naturel, je ne suis pas un grand expert, loin s'en faut, mais ce que j'avais quand même compris, c'est que ce n'était pas encore la bonne échelle pour ce qu'on sait des productions d'hydrogène naturel. Voilà. Et que le plus simple serait de le fabriquer artificiellement, enfin de faire des usines à hydrogène. Pour l'instant, l'hydrogène est fabriqué par vapocraquage. On craque du pétrole, en gros, enfin des hydrocarbures. Et en craquant les hydrocarbures, on produit du hydrogène et du CO2. Donc on a tout raté. Voilà, on remet du CO2 en produisant du hydrogène. Et on espère pouvoir faire de l'hydrogène, alors avec de l'électricité par exemple, électrolyse de l'eau, de l'hydrogène vert, entre guillemets. Si l'électricité est décarbonée, alors l'hydrogène sera décarboné. Voilà. Je pensais à un truc aussi, la Terre, il y a du fer, il y a un effet dynamo,
Il y a un champ magnétique. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce champ magnétique il est pour minable. récupérer l'énergie? Non, il n'y a pas grand-chose à faire avec le champ magnétique. Il y en a, mais le champ magnétique de la Terre il est très petit. C'est 0,5 GeV, ça fait 5, 10 5, c'est 0,5, 10 4 Tesla. 5, 10 5 Tesla, c'est tout petit. L'énergie, la densité volumique d'énergie magnétique, c'est comme le carré du champ magnétique. Donc, un 100 millième au carré, ça fait 10 10, enfin, c'est que dalle. Ça peut donner de l'énergie, fournir de l'énergie au centre. Les particules du vent solaire, les particules chargées du vent solaire qui arrivent, elles sont déviées, elles arrivent, elles ont une petite énergie, paf, elles tapent, ça fait les aurores boréales, waouh, c'est super. Donc ce truc-là, c'est juste négligeable. C'est absolument négligeable. Même les particules du vent solaire. Ouais, c'est négligeable, complètement négligeable, complètement négligeable. Elles vont très vite, mais il y a une masse très faible. Elles vont à 400 km par seconde quand elles arrivent à la Terre, ce qui est une belle vitesse, mais il n'arrive rien. Les masses considérées, j'ai pas d'idée, mais c'est plutôt d'ordre de la tonne par jour que du milliard de tonnes par jour. Vous voyez, donc c'est comme les chutes de météorites, c'est pareil, on pourrait dire, ou la pluie, on pourrait dire, la pluie qui tombe, c'est de l'eau qui tombe, elle va vite, On peut s'amuser à calculer, vitesse de la pluie, ça arrive à 10 ou 12 km par heure, il tombe tant de litres par mètre carré, c'est les millimètres, quand on parle, ça fait des litres par mètre carré, et puis on peut estimer combien ça fait, vous faites le petit calcul, vous dites, non, quoi, c'est complètement con, ça sert à rien de se prendre la tête à récupérer l'énergie de mouvement de la pluie, elle tape sur un truc, il y a des transducteurs, des convertisseurs, des machins qui vont faire, ou les danseurs, les mecs qui dansent, non. D'ailleurs, on peut faire ça pour faire un peu de hype, mais non. La boîte de nuit, elle ne tournera pas avec l'énergie des danseurs. Sauf à les instrumenter, à leur mettre un machin, et là, il faut... En gros, on les met sur des vélos et ils pédalent, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Le plus efficace, c'est les mettre sur des vélos et ils pédalent. Voilà, et 100 watts chacun, et là, ils feront un petit quelque chose pour la boîte de nuit, mais ils vont danser sur des vélos, quoi, voilà. Voilà, c'est ça. Tous les trucs transfèrent au-delà du fer. Supernova. Ouais. Non. Oui, pour les éléments les plus lourds, c'est souvent ça qui va être utile. Comme l'or, par exemple, c'est fusion d'étoiles à neutrons. La fusion, c'est-à-dire un coup d'étoile à neutrons qui se... Boum. Et les trous noirs, alors il n'y a pas moyen de récupérer l'énergie. Ah oui, c'est avec tout le monde, on peut faire des tas de trucs. C'est une conférence complète. Je ne me lance pas dedans parce que je vois qu'il est 21h19. Oui, les trous noirs, oui, on peut faire des plans. Dans l'étoile de la mort, elle doit avoir un trou noir au cœur. Pour tous les watts qu'elle sort dans un si petit volume, c'est un trou noir. Mais là, on est dans un autre monde. Là, pour le coup, on est de l'ordre de l'impossible au sens... le trou noir existe, ce sont des objets qui existent, mais manipuler les trous noirs et faire des plans avec pour produire de l'énergie, on n'en est pas là. Voilà, c'est ça, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Donc le trou noir, c'est pas pour tout de suite. Enfin bon, on peut toujours... Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'on peut jouer avec, rêver avec, se faire plaisir avec, faire des calculs avec, on peut se marrer, quoi. C'est ça qui est cool. Après, bon, le réel nous rattrape, malheureusement. Merci Roland. Merci Sarah. J'espère que la conférence vous a plu. N'hésitez pas à aller voir sur le site du festival toutes les actions qui restent pour cette 10e édition. Et encore merci pour votre présence. Bonne soirée. Merci à vous.